Bien. Mesdames et messieurs, me revient le plaisir de vous accueillir ici dans l'amphi, dans les locaux de la région Normandie, en vous remerciant d'avoir pris le temps de nous rejoindre pour ce comité stratégique de filière que nous souhaitions réunir à un moment important pour la région Normandie qui marque le cap dans des objectifs partagés sur lesquels nous souhaitons travailler en co-construction avec chacune et chacun d'entre vous, afin de pouvoir décliner des actions, ce qui sera l'objet de la deuxième partie de notre entretien. Donc, je souhaite associer et remercier Valérie Egloff, ma collègue conseillère régionale spécifiquement chargée de ces questions de Silver Economy. J'ai là à mes côtés quelqu'un de compétent et d'investi, d'esprit et de cœur. Elle l'a parfaitement démontré sur son territoire et je sais que je peux compter sur elle pour m'appuyer dans cette mission, puisque nous avons décidé d'en faire un sujet spécifique au sein de la politique de développement économique de la région. Je voudrais remercier M. Serge Guérin d'être particulièrement à nos côtés aujourd'hui, un grand expert sur ces sujets qui souvent donnent le cap des actions qui sont à mener et en tout cas nous aident à avoir une vision globale et partagée. Et je serais très heureuse que tout à l'heure, il puisse faire une introduction de cet après-midi de travail. Je voudrais remercier les vice-présidents des départements qui nous ont rejoints et qui ont fait l'effort d'être parmi nous, parce qu'évidemment, rien ne serait possible sans assurer les passerelles nécessaires entre les collectivités territoriales qui ont des compétences dans ce domaine. Et je voudrais les remercier de leur attention et surtout les assurer de notre volonté de travailler communément. Je salue ma collègue, vous me permettrez, à un écart territorial du département du Calvados qui est parmi nous. De bien vouloir excuser les présidents aussi qui ne peuvent être là parce que vous savez qu'aujourd'hui la France est en deuil national et d'ailleurs nous avons une pensée particulière pour elle parce que c'était aussi une Normande de cœur et dans le pays d'Auge aussi Madame Simone Veil et que beaucoup de responsables régionaux et d'élus sont évidemment à Paris aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi les représentants des fédérations professionnelles qui, chacun dans leurs compétences et leurs objectifs, travaillent sur cette question de prise en charge du vieillissement de la population et qu'on appelle Silver Economy, mais qui aujourd'hui se traduit aussi par des objectifs bien plus larges, depuis l'humain jusqu'à la manière dont on adapte notre système économique avec des innovations majeures qu'il est nécessaire d'anticiper. Les fédérations de professionnels, les chambres consulaires aussi qui sont parmi nous, les représentants de l'ARS, essentiel aussi dans la co-construction et le dialogue. Pardonnez-moi si j'oublie certains d'entre vous. Je sais que nous avons aussi les partenaires qui sont attentifs sur les questions de handicap, des métiers liés au médico-social et que c'est aujourd'hui une rencontre importante. Pourquoi ? Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes et que nous voyons, et Valérie en redira un mot tout à l'heure, donc je la laisserai développer, que la Normandie est particulièrement touchée par des évolutions démographiques majeures qui peuvent être analysées de deux manières, ou bien d'une manière négative, ou bien d'une façon positive. Et alors là, c'est mon côté churchillien qui parle, je ne me permettrai pas de me comparer, mais j'ai toujours cette notion à l'esprit, et c'est mon tempérament positif, de dire que d'une difficulté, il faut en faire une opportunité. Et que nous avons là, certes, une difficulté qui impacte, on le voit bien, l'attractivité normande, ne serait-ce que par rapport au maintien de la jeunesse sur nos territoires, l'employabilité des jeunes en Normandie, notre faculté à pouvoir préserver des territoires en termes de population et d'emploi. Mais faisons collectivement, et c'est l'objectif d'aujourd'hui, faisons collectivement de la Silver Normandie une chance pour d'abord les habitants, parce que je ne perds pas à l'esprit du tout qu'il s'agit d'abord d'humains qui sont les bénéficiaires de tout ce que nous pourrons collectivement mettre en place, mais aussi en termes de développement économique, et c'est ma mission. Et je crois que lier les deux n'est pas du tout une insulte. Au contraire, c'est le fait de porter une responsabilité collective et partagée
quand elle est partagée avec l'ensemble des acteurs, avec des chaînes de valeur. Et ça aussi, c'est très important. Sachez que nous mettons beaucoup d'éthique dans ce que nous portons en Normandie. Le fait que nous adhérions à France Silver Eco France, c'est aussi notre volonté de pouvoir être au meilleur niveau des prestations et des politiques publiques qui soient portées à l'échelle de la région Normandie, avec beaucoup de respect et d'éthique dans les missions que nous souhaitons développer. Alors, être en capacité de prospective et d'anticipation, agir plutôt que subir, tout au long de l'ensemble des filières impactées et travailler collectivement ensemble. Donc, nous allons essayer de tenir un timing parce que je sais qu'en cette fin d'année, vous êtes tous bien occupés pour nous libérer vers 16h30. Nous vous proposons avec Valérie un temps d'échange où Serge Guérin fera une introduction sur le sujet de la Silver Economy. Ensuite, nous aurons un bilan pour que tout le monde soit au même niveau d'information de ce qui est porté en région Normandie, pour que vous ayez aussi le temps de pouvoir travailler. Ça sera les travaux d'été pour vous familiariser avec la matière normande dans ce domaine. Et puis Valérie vous présentera une petite comparaison, un petit benchmark de ce qui se passe au niveau de la France entière, pour que vous puissiez situer aussi que la Normandie est force de proposition et d'innovation aussi sur ces questions. Et puis, si vous le voulez bien, dans un dernier temps, je vous présenterai une méthodologie partagée de travail avec des objectifs sur lesquels nous nous donnerons rendez-vous au mois de septembre prochain pour prolonger cette réflexion commune. Merci beaucoup pour votre attention. Valérie. Bonjour à vous tous et merci d'être présents à cette invitation. Je ne vais pas développer beaucoup plus puisque Sophie a dit l'essentiel de ce qui est notre message aujourd'hui. Je vais juste reprendre la presse régionale du 26 juin dernier qui affichait à la une « Coup de vieux en Normandie ». Voilà, tout était quasiment dit. Effectivement, au 1er janvier 2017, 26% de la population normande aujourd'hui a plus de 60 ans. Et cette proportion a augmenté de 32% dans les dernières 15 ans. Cette évolution va se confirmer puisqu'en 2050, on projette 30% des Normands qui auront plus de 65 ans. Alors effectivement, cette mutation sociologique peut faire peur. Elle donne en tout cas et elle doit donner lieu à de nouveaux besoins, à de nouvelles envies et implique des réflexions au niveau socio-économique concernant entre autres justement le développement de produits, de services adaptés à cette population vieillissante. Devant cette évolution démographique, la région normande se veut pionnière et possède pour cela des atouts et des outils importants qui la différencient des autres régions. Je redévelopperai tout à l'heure justement ce que font les autres régions. Comme vous le savez, l'État s'est engagé en 2013 dans la Silver Economy, une ambition de contrat national et de filière qui est de créer un écosystème national et régional de la Silver Economy. Ce contrat identifie donc les régions comme opérateurs de la structuration de cette filière dans les territoires. Pour reprendre un peu l'histoire normande, dès janvier 2014, à l'époque, la Basse-Normandie s'est engagée dans cette économie au service des personnes et a œuvré pour le développement de cette filière en se concentrant surtout sur l'innovation et le développement des entreprises. Depuis 2016, donc sous l'impulsion de notre président Hervé Morin et avec Sophie Gauguin en tant que première vice-présidente, dans sa nouvelle dimension réunifiée, la Normandie porte cette ambition d'être reconnue comme une Silver Région. En intégrant cette politique de façon transversale dans toutes nos compétences territoriales, notamment la formation professionnelle, l'économie sociale et solidaire, le numérique, le tourisme, l'aménagement du territoire, et j'en oublie, mais d'autres de nos compétences sont concernées. Et afin d'élaborer cette politique volontariste, il est nécessaire de mettre en place un mode de gouvernement participatif, rassemblant les acteurs socio-économiques impliqués dans les actions et dans leur évaluation. Vous êtes ces acteurs indispensables à ce comité régional de filière. Et je vous remercie à nouveau d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc Sophie vous a cité, j'espère que nous avons oublié personne, conseils départementaux, chambres consulaires, caisses de retraite, agences régionales de santé, caisses de dépôt et consignation, organismes de formation, financeurs, assureurs, entrepreneurs, innovateurs. Vous êtes tous et nous sommes tous directement concernés par cette nouvelle dimension économique qui s'ouvre devant nous pour de nombreuses années. Notre mission, je dirais même notre ambition, est de transformer ce coup de vieux en coup de chance. Merci d'être avec nous pour ce défi. Je crois maintenant je vais laisser la parole à Serge.
Merci beaucoup et bravo pour cette introduction. Et je me demandais d'ailleurs quel âge avait le journaliste qui a fait le truc. Parce que, voilà, je ne sais pas. Par contre, juste une parenthèse, j'ai beaucoup aimé l'allusion de Sophie Gauguin à Winston Churchill, parce que je suis très fière de dire tout le temps que je suis née le 24 janvier 65, le jour où Churchill est mort. Donc j'ai peut-être repris un peu de sa volonté aussi. Tu fumes quand même beaucoup moins. Mes hommages aux unes et amitié aux uns. Peut-être d'ailleurs, juste pour rester là-dessus, on oublie d'abord que ce qui nous réunit, c'est que nous avons cette chance incroyable de vivre plus longtemps. Et c'est d'abord une bonne nouvelle, même à titre personnel, et qu'il est bon de temps en temps de se souvenir de cela. En 1900, l'espérance de vie était de 46 ans. Peut-être y a-t-il une ou deux personnes qui ont dépassé cet âge dans cette assemblée. Donc voilà. Donc faut aussi se rappeler de ça. Alors peut-être d'abord rappeler un tout petit peu le cadre dans lequel nous sommes, dans les révolutions dans lesquelles nous sommes, avant de plonger directement dans les enjeux de la silver economy. Mais c'est parce qu'il y a cette révolution. En fait, il y a la silver economy, qui a aujourd'hui la première vice-présidente en charge du développement économique, c'est-à-dire quand même de l'élément majeur de la responsabilité première de la région, qui se plonge sur la question de la silver economy, parce que c'est un des leviers essentiels de développement économique pour un territoire. Et puis Valérie Egloff, on se connaît depuis très très longtemps, c'est devenu une amie, et au-delà de la question du vieillissement, de la silver economy, c'est aussi quelqu'un qui passe ses nuits dans les hôpitaux, qui est une infirmière, et je trouve qu'il y a aussi un lien comme ça qui est quand même intéressant entre le soin à l'autre, et puis la question du vieillissement, qui est aussi une question de soins mutuels. C'est l'attention qu'on porte aux plus âgés, mais c'est aussi le rôle des plus âgés et l'attention qu'ils portent à d'autres qui sont plus jeunes pour un temps. Parce qu'après tout, la jeunesse, on en fait grand cas, d'ailleurs, y compris dans le milieu politique en ce moment, mais il faut de temps en temps rappeler que ça dure qu'un temps et que parfois on vieillit très très vite. Quand on regarde parfois les photos, quelques années d'écart, voilà, et que, en tout cas, c'est un argument qui sert une fois, mais qui a du mal à resservir très très longtemps. Alors, donc d'abord, peut-être ces trois révolutions qui forment cette grande question, cet grand élément qui est finalement peut-être le marqueur social majeur de la première partie du XXIe siècle, qui est celui donc du vieillissement. On utilisera ce terme-là, mais on pourra en utiliser d'autres, et j'y reviendrai. Première révolution de ce vieillissement, c'est tout simplement le nombre. Jamais, vous avez donné les chiffres. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on utilise des chiffres qui évoluent. Parce que pendant très très longtemps, on calculait sur les plus de 60 ans. Aujourd'hui, c'est plutôt les plus de 65 ans. Demain, ça sera les plus de 75 ans. Après-demain, les plus de 95 ans. Voilà. Mais on pourrait rester aussi à d'autres chiffres, et puis du coup, ça ferait des effets comme ça, un petit peu différents. Mais donc, cette première révolution, c'est juste celle du volume. Où que l'on soit, on s'arrête 2 secondes et on découvre, il y a beaucoup de gens âgés. Si tant est qu'on soit capable de définir leur âge, qui est parfois aussi une complexité qu'il n'y avait pas auparavant. Les gens, par exemple, qui se sentent sur les gens qui sont âgés, c'est les gens qui ont les cheveux blancs. Moi, j'ai trouvé une solution pour jamais être âgé, mais qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, voilà. Et puis, on va trouver d'autres définitions. Mais vous voyez, toujours, on a cette difficulté-là. Donc, en tout cas, la première réalité, peut-être la plus forte, c'est ça. Jamais il y a eu présent autant de personnes âgées en même temps, par exemple dans le pays, en Normandie, mais dans le pays France en global. Alors, Valérie, sans rentrer dans ta vie personnelle, peut-être te souviens-tu de la nuit du 14 au 15 décembre 2015, vers 2h15 du matin? Peut-être qu'elle travaillait. Oui, elle travaillait. Eh bien, à ce moment-là précis, Madame la vice-présidente, vous vous souvenez de votre nuit du 14 au 15 décembre 2015, vers 2h15 du matin? Pas plus que ça, je dormais tout bêtement. Voilà. Eh bien, à ce moment-là précisément, c'est la première fois dans l'histoire de France où le nombre de personnes de plus de 60 ans a dépassé le nombre de personnes de moins de 20 ans. Alors, c'est un marqueur. On pourra prendre... Pour d'autres raisons. On venait de terminer notre campagne électorale. Je crois que j'ai pas très bien dormi. Ça peut fatiguer aussi. Et donc voilà, eh bien à ce moment-là, pour la première fois, le nombre de personnes vivant de plus de 60 ans a dépassé le nombre de personnes de moins de 20 ans vivant en France. On pourrait prendre d'autres chiffres, mais celui-là, il est quand même assez marqueur. Vous voyez qu'il est très récent. Jamais dans l'histoire de France, il y avait eu vivant plus de personnes de plus de 60 ans que de personnes de moins de 20 ans. Alors, ça existe en France, ça existe évidemment en Europe, et puis ça existe évidemment dans le monde entier, puisque c'est un processus qui concerne le monde entier. Il n'y a pas une exception française, il y a eu une certaine exception française en termes de taux de fécondité. On dit souvent que c'est un bien, ça mériterait d'être plus analysé, mais en tout cas, il n'y a pas d'exception française en termes de transformation démographique. Le monde entier est touché par la même réalité, et d'ici à 2020, alors là, je n'ai pas le jour et l'heure exacte,
mais d'ici à 2020, pour la première fois dans l'histoire du monde, le nombre de personnes de plus de 65 ans aura dépassé le nombre de personnes de moins de 5 ans. Donc là encore, on est encore dans d'autres transformations. Donc en tout cas, la première révolution, c'est juste celle des chiffres. Il n'y a jamais eu autant de personnes âgées, d'où l'importance aussi de se poser les questions que l'on se pose aujourd'hui. Poser les questions ne veut pas dire que ce sont des problèmes, mais c'est des questions à se poser. Deuxième révolution, celle de la longévité. Alors le terme longévité est bien plus riche, parce que les vieux, c'est toujours les autres. Ah, question du vieillissement, c'est pour les vieux. Et quand on dit pour les vieux, d'ailleurs on dit toujours pour et jamais avec. C'est pour les vieux, donc c'est pas pour nous, parce que nous, on est jeunes. Voilà. Et on se demande toujours, mais à quel âge on est vieux, ou quand est-ce qu'on est vieux? Alors j'ai une technique très simple, quelqu'un qui est vieux, c'est quelqu'un qui a 15 ans de plus que vous. Alors il y en a une qui me regarde fixement, qui dit, oh, lui, il doit avoir largement plus de 15 ans plus que moi, elle se dit, donc il doit être très très vieux. Donc voilà, mais ça marche pas à tous les coups. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà, voilà, en termes de génération, tout ça. Bon, mais c'est juste une blague, c'est juste un chiffre. Mais ce qui est vieux est évidemment bien plus complexe, mais j'y reviendrai peut-être. Donc deuxième élément, c'est la question de la longévité. Pourquoi la longévité? Parce qu'en fin de compte, ça concerne tout le monde. Un enfant qui naît est concerné par la longévité. Quel que soit votre âge, nous sommes concernés par la longévité. Et la société, les pouvoirs publics, les décisions politiques, les politiques publiques à mettre en œuvre sont concernés par la longévité. Je prends une chose toute bête, si on vit plus longtemps, il y a des chances qu'on puisse travailler plus longtemps et qu'en tout cas notre vie professionnelle soit différente et plus longue. Et donc, par exemple, il y a des logiques à ce qu'on se forme plus souvent, puisqu'on va travailler plus longtemps. Par ailleurs, les innovations technologiques et tout nous obligent d'une certaine manière à nous remettre au goût du jour plus régulièrement. Je dirige un master pour former des directeurs d'établissements de santé. J'ai des étudiants de 23 ans et j'ai des étudiants de 60 ans. Parce que besoin de se reformer ou besoin de changer d'orientation. J'ai fait telle chose pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'ai envie de faire autre chose. Je recherche d'autres sens à ma vie, ainsi de suite. Des choses que, évidemment, on connaît plus si on vit plus longtemps que si on vit moins longtemps. On parle beaucoup des familles, on dit les couples, c'est plus comme avant, ils ont tendance à se séparer. Le couple est passé du CDI au CDD d'une certaine manière. Mais s'il a connu aussi ces ruptures, c'est aussi parce que l'on vit plus longtemps. En 1750, l'espérance de vie était de 25 ans. Donc évidemment, et la zone de chalandise était aussi plus réduite. Donc vous choisissiez vers 14-15 ans, puis si vous étiez trompé, il y avait une dizaine d'années à supporter. Là, évidemment, si on se trompe, on peut supporter 80 ans. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même. Voilà. Donc, on change aussi de mode de vie simplement parce que nous vivons plus longtemps. Et nos pouvoirs publics n'ont pas encore pris toute la mesure de ce que ça représente en termes de changement, en termes de transformation, en termes de fait que quand je démarre avec un diplôme, ce n'est pas sûr que 30 ans plus tard, ce diplôme me suffise. J'ai besoin de me reformer. Et on devrait aussi dire que ceux qui démarrent sans diplôme devraient aussi avoir plus de chances en 30 ans de pouvoir être formés. Donc là, il y a par exemple des enjeux énormes. Et donc, c'est cette question d'allongement de la vie et de société de la longévité. Plutôt que société du vieillissement, d'une certaine manière, société de la longévité. Le chiffre qui parle le plus aujourd'hui, ce sont les centenaires. Parce que ça marque toujours, on en parlait il y a quelques minutes avec le directeur pour le département, je crois que c'est pour le département, si j'ai bien compris, j'ai du mal moi, avec de l'ARS, qui est donc présent avec nous, et qui me donnait un exemple autour de ça, de peur de certains ou de fascination par rapport aux centenaires. En 1950, il y avait 350 centenaires. Quand vous étiez centenaire, vous faisiez la une du Paris-Normandie, hein. Là c'était sûr. Alors, aujourd'hui, vous avez une idée de combien il y a de centenaires aujourd'hui? Il y a 21 000 centenaires. Et demain, l'INSEE nous dit qu'en 2070, il y aura entre 250 000 et 550 000 centenaires. Donc on change complètement de niveau, en quelque sorte. C'est-à-dire que ça deviendra presque banal. En tout cas, d'avoir 85 ans, d'avoir 90 ans, d'avoir 95 ans, sera pratiquement banal. Donc là aussi, évidemment, ça change nos perspectives et ça impose aussi une pensée différente. Alors on pourrait dire, mais ces centenaires, ça fait très très peur. Nous donnions l'exemple tout à l'heure d'un politique comme ça qui craignait quasiment de toucher un centenaire en ayant l'impression qu'il allait attraper la maladie des centenaires, qui n'est d'ailleurs pas une maladie, puisque s'ils ont tenu jusque-là, c'est plutôt qu'ils ont une certaine force. Donc il faudrait plutôt inverser les choses. Plutôt des gens qui ont des choses à nous apprendre, y compris sur la longévité, sur comment rester en forme. Alors parfois, ils ont des recettes un peu particulières, de boire un petit calva le matin, des choses très très... Voilà. Mais en tout cas, Mais il y a une étude qui est sortie récemment, on demandait un petit peu, les centenaires, votre relation aux centenaires et tout ça, et par exemple, 88% des 18-24 ans disaient qu'ils aimeraient bien en rencontrer, et que la première question qu'ils leur poseraient, ils leur demandaient, mais comment le monde a évolué? Et en fin de compte, c'est vrai que ce sont des personnes qui peuvent raconter des temps anciens. Et je milite beaucoup d'ailleurs pour que des gens plus jeunes entendent aussi des gens plus âgés qui leur racontent qu'on a pu être heureux sans téléphone portable,
qu'on a pu être heureux sans écran de télévision couleur 16/9, qu'on pouvait être heureux en ayant les toilettes au fond du jardin, et que ça ne sentait pas du Zola nécessairement. Voilà. Et que ça permettrait aussi peut-être parfois de relativiser un certain nombre de représentations ou de sentiments. Il y a des gens qui disent, je me suis un petit peu énervé ou moqué il n'y a pas très longtemps, on me disait, mais comme c'est horrible d'avoir 20 ans en 2017. Je dis oui, c'était beaucoup plus drôle d'avoir 20 ans en 1917 dans les tranchées. Donc il faut aussi parfois se souvenir quand même de notre histoire et qu'il y a eu des moments sérieusement plus compliqués qu'aujourd'hui et qui imposaient aussi un engagement des personnes d'une autre trempe que ceux d'aujourd'hui, où c'est un engagement difficile de passer du iPhone 6 au iPhone 7. Je peux comprendre que c'est une vraie difficulté, mais qu'en même temps, voilà, il y a aussi d'autres éléments. Donc ça, c'est important aussi. Mais voilà, donc cette notion de longévité, elle est extrêmement forte. Et encore une fois, elle implique que c'est bien toute une région, par exemple, qui est concernée, pas seulement les plus âgés, ou pas seulement certaines catégories qui s'y intéresseraient, mais qu'en fin de compte, nous tous y sommes confrontés d'une manière ou d'une autre. On y est confrontés en termes familial, parce qu'on peut avoir des parents, des grands-parents, par exemple. On peut y être confronté en termes de perspectives professionnelles. On peut y être confronté en termes de perspectives d'organisation d'une société. Rappelons par exemple que cette longévité, elle impose des changements étonnants. Par exemple, aujourd'hui, il y a de plus en plus de familles où il y a 2 générations de retraités au sein de la famille. Alors, si en plus dans la famille, tout le monde a travaillé à la SNCF, on peut même arriver à 3 générations de retraités, mais bon, heureusement, tout le monde n'y est pas, parce que sinon, on va déjà avoir des gros problèmes de financement des retraites, et je vois que notre gouvernement découvre la Lune ces derniers temps. Voilà. Mais si tout le monde est dans cette situation-là, ça serait évidemment encore plus difficile. Mais en tout cas, voilà, cette longévité, c'est à la fois une chance énorme, extraordinaire. Nous vivons plus longtemps, et en même temps, d'autres problématiques qu'il faudra se poser, mais aussi d'autres manières aussi d'inventer d'autres solidarités. Et puis la troisième révolution, c'est toujours la plus compliquée, c'est celle des représentations. C'est la révolution dans les têtes. Alors d'ailleurs, je rappelle que plus on fait travailler sa tête, et surtout si on la fait travailler avec un peu d'humour et avec optimisme, plus on l'éloigne les risques d'arrivée de maladies neurodégénératives type Alzheimer. J'ai comme ça une bonne nouvelle à vous donner. Il y a un écart de 10 ans en moyenne d'arrivée de ce type de maladie entre les gens optimistes et les gens pessimistes. Donc voilà, soyons optimistes, ça fera aussi du bien à notre cerveau. Voilà. Mais donc, ce troisième, mais c'est aussi faire travailler le cerveau, c'est d'une certaine manière, je ne suis pas médecin, mais c'est une sorte de muscle, d'une certaine manière, et plus on le fait travailler, plus aussi il s'habitue à travailler. Voilà. Il y a des gens qui, parfois, n'ont jamais fait travailler leur cerveau, qui sont vieux avant l'âge d'ailleurs. Françoise Sagan, qui aimait bien la Normandie, si je me souviens bien. Voilà. Donc, Françoise Sagan disait, il y a des gens qui naissent jeunes, il y a des gens qui naissent vieux. C'est joli comme formule. Je crois qu'elle avait choisi, elle, d'être d'un certain côté, même si après, elle avait un mode de vie qui lui appartenait. Mais voilà. Mais donc, c'est ça aussi. C'est nos représentations. Nos représentations autour de l'âge. Combien ce mot est négatif, combien cette vision est négative, combien on l'approche d'une manière uniquement sur des problèmes, sur des coûts, sur des charges. Qui un jour parlera du financement des retraites, qui l'autre parlera du coût de la dépendance. Le mot dépendance, d'ailleurs, étant un des pires mots qui soit. Moi, je suis un sociologue. La sociologie, d'une certaine manière, elle se dit, ce qui fait une société, c'est les interdépendances. Ce qui fait une société, c'est est-ce que les gens se tiennent la main un minimum ou est-ce qu'ils sont indifférents les uns aux autres. Par contre, une société de soutien à l'interdépendance, c'est une société qui a des chances de se développer. Une société qui oppose les uns aux autres, c'est une société qui est finalement mortifère. Alors évidemment, les meilleurs ou les plus forts, qui ne sont pas toujours les meilleurs d'ailleurs, gagnent, mais au détriment de tous les autres, et souvent tous les autres sont majoritaires. Donc si on veut faire une société, c'est aussi inclusive, c'est aussi que tout le monde y participe. Et donc cette notion d'interdépendance est très forte, et cette notion de dépendance, finalement, est extrêmement négative. Il y aurait des gens dépendants et tous les autres qui ne le seraient pas. Mais non, nous sommes tous dépendants plus ou moins, et puis nous sommes tous peut-être attendus à l'être de plus en plus. Les gens âgés, pas nécessairement plus que les autres. Donc c'est cette notion-là qui est extrêmement importante, c'est cette troisième révolution que finalement des rencontres comme aujourd'hui y participent, et votre action pour les années à venir de développement économique s'appuyant sur cette réalité du vieillissement participe justement d'abord, ou s'appuie d'abord sur le fait d'avoir un changement de regard. De certaine manière, on pourrait s'amuser à dire qu'il faudrait rajeunir le regard sur l'âge. Mais en rajeunir le regard sur l'âge, c'est se dire d'abord que l'âge a rajeuni lui-même. Après tout, non seulement nous vivons plus longtemps, mais nous vivons aussi en meilleure forme beaucoup plus longtemps. Nous vivons au même âge très très différemment. En fin de compte, il faut penser en termes de cinéma plutôt qu'en termes de photos.
C'est-à-dire que les gens de, allez, je vais dire 75 ans d'aujourd'hui, ressemblent pas beaucoup aux gens de 75 ans des années 80 ou des années 50, que sais-je encore. Déjà, ils sont beaucoup plus nombreux. En 1950, enfin 1945, quand on a développé la question du système de retraite, l'espérance de vie était de 67 ans,5. Évidemment, quelqu'un qui arrive à la retraite à 65 ans, son espérance de vie, son espérance d'avenir, sa manière même de se projeter dans le monde n'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui, où la personne qui arrive à la retraite peut avoir 20, 25, 30 ans, 35 ans devant elle. Ça peut être l'après-midi de la vie, ça peut être un temps totalement nouveau, y compris de gens d'ailleurs qui se relancent totalement. Je dois intervenir au MEDEF dans quelques semaines, à l'université d'été, sur les seniors entrepreneurs. Eux-mêmes, qui ont tendance souvent à licencier les gens pour des causes d'âge très très tôt, puisqu'on est senior dans l'entreprise dès 45 ans. Nous avions même fait une étude, un sondage avec des DRH, donc ceux qui recrutent, et pour 11% d'entre eux, on était senior dès 35 ans. Vous voyez, donc vous êtes trop jeune jusqu'à 30 ans, vous êtes senior dès 35 ans. Donc il reste 5 ans d'activité professionnelle réelle. Vous voyez, dans quel ridicule on pourrait arriver. Donc c'est l'importance aussi de changer nos regards, de se dire qu'une personne, aujourd'hui, même parfois on a du mal à lui donner un âge, et c'est pas grave, au contraire, c'est merveilleux. Faites, en tout bien tout honneur, une sortie d'école. Parfois il y a un monsieur, il vient chercher mais c'est grand-père ou le père. Parfois, d'ailleurs, il vient chercher les deux, parce qu'il va chercher son petit-fils et son fils, parce qu'en plus, il a refait sa vie, ainsi de suite. Vous voyez, donc, on est vraiment dans des mondes complètement différents. Et si nous ne faisons pas cet effort, on tape complètement à côté, parce qu'on parle à des gens, dire « Oh, c'est presque des petits vieux », alors qu'en fait, c'est des gens qui sont en pleine plénitude. Je dis ça parfois à mes étudiants, ils ont 20 ans, 25 ans. Pour eux, quelqu'un de 65 ans, c'est quelqu'un déjà quasiment un vieillard Kakoshim. Donc, ils vont lui parler comme s'il avait 95 ans. Or, ce vieillard Kakoshim, qu'on pense qu'il a 95 ans, lui, pense qu'il en a 45. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'âge cognitif, on s'imagine plus jeune que l'âge que l'on a. Donc, vous voyez bien combien, si je parle à quelqu'un qui croit avoir 45 ans comme si on avait 95, il y a peu de chances que le dialogue se construise. Donc, le premier élément de ce dialogue et de la construction d'un projet ensemble, c'est justement avoir un regard bienveillant et un regard neuf sur ces questions d'âge. Voilà. C'est tout ça qui nous permet ensuite d'avancer dans ce long chemin, dans cette longue dynamique de la silver economy. Et je voudrais juste revenir sur la silver economy en disant qu'il y a un certain nombre d'enjeux. Je me force à être court, parce que j'ai toujours du mal, parce que peut-être que plus les gens sont petits, peut-être plus ils ont tendance à parler longtemps, je ne sais pas. Je fais un truc comme ça avec ça, mais enfin voilà. Voilà. Mais bon. Ça sera l'objet du prochain séminaire. Du prochain colloque. Premier enjeu, la silver economy, c'est ne pas oublier que c'est d'abord une question de répondre à des usages, à des besoins. Trop souvent, il y a une tendance à inventer le vieux, à inventer la personne âgée. C'est ah non, elle est comme ça. Mais non, l'enjeu premier, je fais beaucoup de jurys, ainsi de suite, c'est parfois, mais vous avez déjà rencontré des personnes âgées? Vous avez déjà discuté avec elles? Non, j'ai pas eu le temps parce que pour l'instant, on est en train de développer un super système. Non, oui. Sans doute, le système est super, mais ne pas oublier qu'il y a quand même des êtres humains au bout qui en ont besoin ou pas. Et il y a plein d'objets dont on n'a pas besoin ou dont on ne sait pas utiliser. Donc, il y a cette question-là des usages, et donc pas toujours penser à la place, mais aussi parfois se mettre à la place, ou se mettre avec, ou regarder comment les personnes utilisent tel ou tel objet. Ça peut être un objet technologique, mais ça peut être aussi un autre objet. Donc c'est entendre, écouter, partager avec les personnes, les premiers concernés. Là, il y a sans doute un premier élément autour de ça. Deuxième élément, c'est de ne pas penser la personne âgée uniquement comme une personne malade. 93% des plus de 60 ans sont en forme. Donc certes, il y a 7% qui sont en forte difficulté, mais les autres vont bien. Alors, tout le monde ne court pas le 100 mètres en 9 secondes après 65 ans, mais ceux qui courent le 100 mètres en 9 secondes, de toute façon, à 20 ans, n'auront jamais 65 ans, parce que pour le faire, ils se seront dopés. Donc après, leur espérance de vie est beaucoup plus réduite. Donc voilà. Mais en revanche, les gens marchent, ainsi de suite. Même, je rappelle que 80% des plus de 85 ans vivent à domicile. Donc la plupart, là aussi, alors parfois avec besoin d'aide, besoin d'accompagnement, mais vivent à domicile. Donc tout le monde n'est pas... Voilà. Donc, premier aspect, usage. Deuxième aspect, ne pas voir tout le monde uniquement sous l'angle d'être en mauvais point, d'être malade, et ainsi de suite. Et je remarque d'ailleurs, dans vos deux interventions, vous n'avez absolument pas abordé ce sujet. Vous avez parlé sur l'ensemble de ces personnes, et pas uniquement centré ou focalisé sur cette question-là. Troisième élément, répondre à des enjeux concrets de vie quotidienne. Quand on interroge les plus âgés, les deux éléments qui ressortent en premier, en disant c'est pas bien adapté ou c'est pas insuffisamment adapté à mon mode de vie, c'est la question de l'habitat et du logement, et c'est la question du transport. C'est-à-dire, ça résume nos vies quand même en grande partie. Alors, les gens âgés, mais d'autres pourraient le dire aussi, évidemment. Alors, on peut toujours se plaindre, il n'y a pas suffisamment de transport, ainsi de suite. Mais là, c'était aussi la question de, ils ne sont pas nécessairement assez adaptés
à mes problèmes à moi, à mes besoins à moi. Ça peut être parfois un arrêt qui n'est pas au bon endroit, hein, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi parfois une adaptation qui est pas suffisante. Donc, rester aussi très très profondément inscrit dans le concret. Quatrième élément, je l'ai un peu dit avec l'action des usages, c'est s'appuyer aussi sur les seniors eux-mêmes. Les seniors, jusqu'à preuve du contraire, quel que soit leur âge, sont des adultes conscients. Alors, parfois, des maladies font qu'ils sont moins conscients, mais majoritairement, ce sont des êtres humains conscients, adultes, citoyens. Et donc, c'est comment aussi ils contribuent à cette silver economy. Comment, parfois, ils y contribuent très, très directement parce que c'est eux qui inventent des solutions. Il y a des gens, je présidais un jury de silver economy, il y avait des personnes largement ayant dépassé l'âge légal de la retraite, même en comptant les années en plus, et qui continuaient d'innover, d'inventer des choses. Donc ça, voilà. Et puis ça peut être aussi, évidemment, et c'est ça qui est merveilleux, aussi des jeunes gens de 20 ans, de 40 ans, et de tout ce qu'on voudra. Mais en tout cas, s'appuyer aussi sur le rôle direct des seniors, à la fois comme inventeurs, à la fois comme utilisateurs, à la fois aussi pour contribuer aussi à ce que tel ou tel service soit mieux utilisé. Après tout, peut aussi contribuer à ce qu'en intervenant soi-même, on réduit certains coûts. Après tout, je travaille dans le monde HLM, on avait remarqué que quand les personnes, y compris des gens d'ailleurs relativement âgés, contribuaient ensemble à ce que le hall d'entrée soit plus propre, bah déjà quand on le nettoie soi-même, c'est bizarre comme on salit moins. Alors on peut découvrir ça avec ses enfants. Hein, c'est marrant, comme, voilà, plein de choses comme ça. Voilà, ben, là aussi, on découvre que quand les gens participent eux-mêmes, d'abord ils ont l'impression d'être plus valorisés, d'être plus utiles, et puis en plus, ils y font plus attention. Donc là, il y a aussi quelque chose qui me permet de rappeler que le rôle social des seniors est absolument majeur. Sans eux, le tissu associatif en France s'écroule. Donc il y a aussi cette responsabilité-là, et ça participe aussi de la silver economy. Quand des personnes âgées viennent, que ce soit dans une maison de retraite, que ce soit dans un centre pour handicapés, que ce soit dans d'autres lieux, participe aussi à du lien social, participe aussi à accompagner les autres personnes. Tout ça, c'est aussi une forme de silver economy, peut-être plus sociale, mais qui y participe très très directement. Et puis c'est aussi, silver economy, c'est aussi penser pour toutes les générations. C'est pas seulement penser pour les seniors, c'est penser pour et avec l'ensemble des générations. Je parlais tout à l'heure du logement. Après tout, il y a quelques années, on a découvert, on s'est dit que si on enlevait les marches pour prendre un bus, eh bien, ça serait plus facile pour les gens âgés de prendre le bus. C'était demandé depuis des années par les associations d'handicapés, mais qui finalement n'étaient pas suffisamment nombreux, d'une certaine manière. Et puis quand les villes, en particulier les territoires, ont découvert qu'il y avait des gens âgés qui prenaient les transports, on s'est dit, bah, tiens, si on mettait des systèmes de plateforme, ça serait mieux. Bah, c'est mieux pour les gens les plus âgés. C'est mieux pour les gens qui peuvent être en situation de handicap, mais c'est mieux pour une personne, et je n'ai pas dit une femme qui pousse une poussette, c'est mieux pour les enfants, c'est mieux pour quelqu'un qui a une charge lourde, et ainsi de suite. Et je n'ai vu encore dans ce pays qui adore manifester, je n'ai vu encore aucune manifestation de gens disant il faut remettre des marches dans les bus ou dans les tramways. Donc voilà, donc il y a se rappeler aussi qu'en fin de compte, la silver economy, c'est aussi un levier formidable pour développer de l'intergénération. L'intergénération parce que ce sont des emplois pour tous les âges, pour des jeunes, pour des moins jeunes. L'intergénération parce que c'est l'innovation qui peut être produite par tous les âges. Et puis, ça peut être des qualités de vie, des solutions qui sont inventées, d'abord en pensant aux plus âgés, mais en fin de compte en améliorant aussi la vie à tous les âges. Donc là, il y a aussi quelque chose de formidable, ce qui fait que la région Normandie, en s'investissant dans ce domaine-là, elle ne s'investit pas juste sur « Ah non, mais ils veulent répondre aux problèmes des seniors ». Non, non, on s'investit pour l'ensemble de la population normande, et même pour d'autres personnes qui peut-être auront envie de venir habiter dans votre belle région, parce que justement, ce sera plus facile à y vivre, parce que justement, vous aurez inventé ce type de choses, et parce que par ailleurs, il y aura eu aussi un développement économique plus fort, et donc aussi plus d'emplois. C'est aussi cet ensemble-là qui est, je crois, intéressant. Je voudrais juste dire aussi là-dessus que la silver economy, c'est aussi penser en termes de mutualisation. Il n'y a pas que à inventer d'autres choses, il y a aussi parfois un élément, une maison de retraite, un EHPAD. Un EHPAD, il peut être aussi ouvert sur le monde. Par exemple, le repas de midi où d'autres personnes pourraient venir. La salle d'activité physique où d'autres personnes, à d'autres heures, pourraient venir, ainsi de suite. C'est aussi comment on mutualise un même équipement, et donc finalement on le rentabilise mieux, il coûte moins cher, et aussi il permet d'ouvrir. Parce que le cuisinier qui fait de la restauration, pas seulement pour les personnes âgées, mais pour d'autres personnes, bah, il a tendance à être plus motivé d'une certaine manière. Peut-être que ce qu'il fera sera peut-être aussi meilleur et en profiteront aussi les plus âgés. C'est aussi inventer comme ça des petites solutions parfois de rien du tout qui ne sont pas coûteuses. Ils sont plutôt sortir, là aussi, inventer, innover, élargir parfois les normes. Alors là, malheureusement, vous n'y suffirez pas et nous n'y suffirons pas, mais peut-être que la vraie grande révolution qu'il faudrait mettre en marche, c'est juste peut-être de diminuer
justement beaucoup de normes qui nous empêchent de penser, parfois qui nous empêchent d'inventer, qui nous empêchent d'imaginer et qui parfois nous empêchent de faire un certain nombre d'économies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres normes qui sont évidemment essentielles. Voilà. Et puis, je terminerai en disant qu'un des enjeux majeurs de la silver economy, pour moi, c'est la question de la prévention. C'est comment on invente des solutions aujourd'hui qui auront des effets. Malheureusement, vous ne serez plus, ou alors l'une d'entre vous serait peut-être présidente de la région à ce moment-là, j'en sais rien. Mais en tout cas, les enjeux de prévention, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et là, le temps politique et le temps médiatique n'est pas celui du temps de la prévention, malheureusement. Et en même temps, vous savez bien, les médias adorent filmer les magnifiques pompiers qui viennent éteindre un feu, mais on ne filme jamais ceux qui ont évité le feu. Or, c'est ceux-là qui sont importants d'une certaine manière, même s'il faut évidemment garder les pompiers. Hein. C'est pas, voilà. Donc, je terminerai juste en vous appelant à démultiplier, à renforcer, à croître, à multiplier par 1000 la TVA. C'est pas populaire, ça, hein, si je vous dis d'augmenter par 1000 la TVA. Mais la TVA, pour moi, c'est le T de territoire, d'abord. Parce que ces logiques-là, ces questions de silver economy, ces questions d'attention aux plus âgés, elles n'ont de logique qu'appuyer sur des territoires. C'est pas la même chose de vivre âgé, je sais pas, au cœur de Rouen, qu'en passant en train, on s'est arrêté à Ouassel. Voilà. Le cœur de Ouassel, ça ne va pas être tout à fait la même vie. On ne doit pas y vieillir de la même manière que dans le cœur de Rouen. Les équipements ne sont pas nécessairement les mêmes, ainsi de suite. C'est pas pareil de vieillir dans un endroit, dans une petite ville, que dans une grande métropole. C'est pas pareil de vieillir dans un endroit où il n'y a pas nécessairement de possibilité de développer les transports en commun, parce que c'est tout simplement trop onéreux. Donc on invente d'autres systèmes, et ainsi de suite. Donc voilà, première chose, cette notion de territoire, et bien sûr le T de territoire, c'est aussi le T de transition démographique dont je parlais tout à l'heure. Transition démographique, pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ça veut dire deux choses. Vous savez, ça vient de la transition énergétique. Hein. Voilà. Et bien, il y a aussi une transition démographique, et la transition, ça veut dire à la fois chercher d'autres ressources. On passe du pétrole à on va tenter le soleil et ainsi de suite. Mais c'est aussi, et là c'est d'autres ressources vers l'action du vieillissement, mais c'est aussi d'autres attitudes. Si on veut réduire tous les problématiques de pollution et notre dépendance pour le coup au kérosène, c'est aussi en changeant notre comportement. Par exemple, au lieu d'être tout seul dans une voiture, d'être à deux. Eh bien, si on veut réduire le poids d'une certaine manière de la question démographique, c'est aussi en inventant d'autres solutions, en ayant d'autres comportements, y compris pour les entreprises d'employer les gens plus longtemps, y compris de valoriser mieux les gens plus âgés, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le T de ma TVA à moi, de ma TVA sociale à moi. Donc c'est le T de territoire et de transition démographique. Le V, c'est la question de valeur d'usage dont je parlais tout au début. D'abord, rappeler qu'on fera beaucoup d'économies si on s'intéresse aux attentes des personnes, plutôt que faire quelque chose en se demandant ensuite comment on va leur vendre. Ben non, qu'est-ce qu'ils attendent? Et dans les attentes, il y a aussi un élément qui est aussi l'accessibilité. On parle beaucoup d'accessibilité en termes d'accessibilité physique, mais une accessibilité très très importante qui est l'accessibilité économique. Les gens âgés d'aujourd'hui, et malheureusement encore plus ceux de demain, n'ont pas nécessairement des revenus formidables. Alors pour l'anecdote, j'entendais, il n'y a pas très, très longtemps, qu'on allait augmenter la CSG pour les retraités aisés. Puis j'entends 15 500. Alors je dis, ah oui, 15 500 € par mois, ça fait quand même pas beaucoup de retraités aisés. Et puis je regarde, je dis, ah non, c'est 15 500 € par an. C'est ça un retraité aisé. Ça fait à peu près 12 500 € par mois. Donc attention quand même aux mots qu'on utilise. Est-ce que c'est être un retraité aisé d'avoir 12 250 € par mois? Je rappelle que la retraite moyenne pour une femme en France aujourd'hui, c'est 1 050 € par mois. Hein, donc c'est aussi penser en termes d'accessibilité économique. Qu'est-ce qu'on va inventer comme solutions qui seront possibles, ou d'accessibilité pour les territoires, parce que parfois ce sont les régions et les départements qui payent, ou les collectivités ou les villes, mais elles ne peuvent pas nécessairement, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi, ou parfois ce sont les personnes elles-mêmes, elles n'ont pas nécessairement les moyens de payer tout ça. Donc cette notion de valeur d'usage, d'attente et aussi de valeur par rapport au prix. Puis dernier, le A de TVA, c'est tout simplement la question de l'accompagnement. Ces choses-là, elles se feront en accompagnant les personnes, en se disant, on peut accompagner, c'est les métiers. Et donc là, il y a un gisement extraordinaire. Il y a des centaines de milliers d'emplois à inventer autour de la silver economy. Alors, les emplois d'innovation technologique, mais aussi beaucoup d'emplois tout simplement d'accompagnement des personnes. Mais c'est aussi accompagner les initiatives, ce que vous faites, accompagner les initiatives, les innovations de jeunes gens comme de personnes plus âgées, et puis accompagner la vie de ces personnes pour qu'elles puissent vivre le plus longtemps possible et le mieux possible le plus longtemps possible. Donc c'est aussi accompagner la prévention. Et je m'arrête donc sur cette TVA. Bravo. Merci beaucoup pour cette intervention riche d'enseignements et de nous permettre de remettre en perspective les enjeux avec beaucoup de volonté, d'optimisme et d'humanité. Donc je vous propose
Vraiment, merci beaucoup parce que c'est toujours important d'avoir un regard extérieur par rapport à ce qu'on vit, nous, dans nos responsabilités. Et je le disais tout à l'heure, d'avoir des caps de temps en temps et des repères nous paraît nécessaire de porter notre réflexion la plus loin possible. Je vous propose que nous fassions un point sur l'ensemble des actions qui ont été portées jusqu'ici en Normandie, avec Alexia Lemoine et Elisa Tofoni, pour qu'elles vous présentent, puisque nous avions travaillé filière par filière, et je remercie toutes celles et ceux qui nous ont joints à Rouen, puisque vous allez retrouver une partie des travaux que nous avons déjà menés ensemble et que nous souhaitons pouvoir continuer. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Alexia Lemoine, la directrice générale adjointe de l'Agence de développement pour la Normandie. Et j'étais auparavant à la Myriade, donc, qui était l'agence régionale de Basse-Normandie, qui avait été mandatée par le Conseil régional pour travailler sur ce sujet de la silver economy, donc à partir de 2013. Donc l'idée, c'était de faire un bref retour en arrière pour rebrosser un petit peu ce qui avait été fait à la fois sur le territoire bas-normand et l'ex-territoire, enfin les deux ex-territoires bas et haut-normand. Donc en Basse-Normandie, Valérie Egloff l'a rappelé tout à l'heure, la région s'était engagée donc, en 2013. À l'époque, Michel Delaunay et Arnaud Montebourg avaient un petit peu lancé une idée de labelliser des régions, Silver Régions, qui seraient plus particulièrement avancées sur le développement d'une filière économique liée à la Silver Economy. Et donc, à cette occasion, le Conseil régional nous avait demandé de constituer un argumentaire sur les atouts que le territoire pouvait regrouper pour faire valoir la Basse-Normandie sur ce paysage national qui était en train de se dessiner sous l'impulsion des deux ministres. Donc on avait travaillé avec les 3 conseils départementaux, l'agence de santé, et les 2 associations qui étaient déjà très présentes sur ce sujet historiquement par rapport à leur mission, l'association Texap-Ouest et le pôle TES. Donc l'association Texap-Ouest notamment était présidée par M. Jamet, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, et était très investi sur ce sujet et a été très moteur auprès de la région pour faire valoir aussi qu'il fallait que la région se positionne, il fallait que la région fasse valoir ses atouts et l'ensemble des actions qu'elle pouvait engager. Le pôle TES également, puisque le docteur Blanchère a travaillé depuis plusieurs années sur le développement d'un axe e-santé avec un axe sur le vieillissement aussi important. Voilà, donc le contexte était celui-là. Ça nous a permis d'être reconnus au niveau national et d'être labellisés donc en janvier 2014 par la ministre Silver Région, même si ce label il n'existe pas vraiment. C'est plus une reconnaissance, on va dire, des ministères. Derrière, il n'y avait pas forcément de critères ou quoi que ce soit associé à ce label. C'était plutôt une reconnaissance du dynamisme du territoire. On a donc engagé cette coordination autour d'une marque qu'on avait donc développée, qui s'appelle Silver Normandie. Et donc la Myriade était chargée à la fois d'animer le comité régional de filière et de développer des actions pour favoriser le développement d'une filière économique, puisque c'était bien le contexte dans lequel on se situait. Il s'agissait bien de créer une filière industrielle, économique, autour de cette Silver Economy pour que les entreprises se développent sur ce marché. Donc on a travaillé donc sur 6 thématiques qui nous avaient semblé importantes au regard du sujet et emblématiques par rapport au tissu économique. Donc par rapport à d'autres territoires, on ne s'était pas positionné sur un sujet en particulier. On n'avait pas en Basse-Normandie un centre de gériatrie important ou un élément en gérontechnologie important qui fasse moteur comme ça existe dans d'autres régions. Donc on est plutôt parti du tissu économique et des besoins que recouvrait la Silver Economy et justement de la transversalité que recouvre de cette filière pour dire voilà, ça va irriguer un certain nombre de secteurs économiques et donc travaillons sur l'ensemble de ces secteurs.
On a travaillé donc avec les associations de pôles de compétitivité et filières économiques, donc sur l'e-santé, donc avec le pôle TES, le service à la personne et l'habitat avec Texap Ouest, l'agroalimentaire avec l'association régionale des entreprises agroalimentaires et le pôle Valorial. Sur le tourisme, là, on avait plutôt travaillé avec les services de la région qui ont regroupé, je dirais, les opérateurs du tourisme et avec des contacts avec le CRT également pour voir comment on pouvait travailler sur cet angle-là. Et puis sur la mobilité avec le pôle Moveo. Donc ces groupes de travail, on les a mis en place. Ils ont émis des axes de travail. Et puis surtout, ils se sont mobilisés pour accompagner des projets. Et c'était vraiment ça le cœur de notre ambition. C'était d'accompagner des projets pour que des services et des produits puissent être développés en région et que la Basse-Normandie puisse faire valoir que sur le territoire, pour le vieillissement, telle et telle entreprise s'investit et développe tel et tel produit et service. En ex-Haute-Normandie, c'est plutôt les départements qui se sont mobilisés. Le conseil régional n'était pas forcément investi sur ce sujet de la silver economy. Et c'est d'ailleurs plutôt le département de Seine-Maritime qui très tôt a associé l'enjeu autour du vieillissement et des questions liées à l'accompagnement au vieillissement qui fait partie de ses missions principales. De le lier avec le développement économique. Et le département de Seine-Maritime avait confié à son agence, Seine-Maritime Expansion, le soin de développer également une action sur l'accompagnement des entreprises et des services. Seine-Maritime Expansion a donc travaillé avec les réseaux consulaires pour réaliser un travail de recensement des entreprises qui intervenaient sur ce marché, ou en tout cas qui étaient intéressées par ce marché. Donc il y avait un questionnaire qui a été envoyé, vous voyez les statistiques là qui sont mentionnées, et ça a permis de créer en Seine-Maritime un socle d'entreprises qui ont été accompagnées pour se développer sur la silver economy. On a assez rapidement travaillé sur les deux ex-régions ensemble, puisque avec la Seine-Maritime, on est allé ensemble sur le salon Silver Expo dans une bannière Silver Normandie, et que la Seine-Maritime a contribué à inviter, en tout cas à mobiliser des entreprises pour être présentes à ce salon. Donc la dimension régionale normande, elle existe déjà depuis quelques années. Voilà, donc sur ce petit panorama très rapide, Elisa, donc, qui s'occupe de la filière au sein de l'agence, va illustrer ses propos avec quelques projets un peu emblématiques pour, je dirais, un petit peu rendre concret ce qu'on a pu faire et voir aussi quel type de projet on a pu accompagner. Merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir déjà de vous retrouver et merci d'avoir travaillé pendant ces 3 années sur ce projet. Donc quelques réalisations sur les 3 ans. Alors j'essaierai d'aller très vite pour laisser de la place au débat. Donc ce qu'on a fait, c'est effectivement essayer de travailler collectivement avec vous sous une même bannière qui est la bannière Silver Normandie. Donc la première des choses effectivement qu'on a faites, c'est la création d'une marque et des outils de communication dédiés. Donc vous pouvez retrouver après sur un site internet qui est silver-normandie.fr. On a effectivement fait des participations collectives à des manifestations nationales type Silver Economy Expo ou la rencontre internationale de la Silver Economy avec de partenaires pour les filières surtout et des entreprises. On a travaillé sur la création d'une journée régionale qui est un moment pour faire le point sur le développement de la filière, mais aussi pour les entreprises, pour les institutionnels de se rencontrer et de discuter, de se connaître et de faire émerger de nouveaux projets. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt, donc en collaboration notamment avec la Caisse des dépôts, aussi la CARSAT, qui nous a permis en fait de faire remonter des projets qui ont été après accompagnés par les structures en fait qui s'étaient à même de le faire. Donc dans le cas par exemple d'entreprises, ça pouvait être la Myriade ou un pôle de compétitivité ou une filière ou bien la CRES par exemple pour les associations. Voilà, donc l'activité principale c'était vraiment l'accompagnement de projets qui peuvent être de projets individuels d'entreprise ou de projets collaboratifs d'innovation.
Pour en mentionner quelques-uns, donc la liste n'est bien évidemment pas exhaustive. J'ai essayé de faire un petit panorama pour voir déjà la différence, enfin la variété surtout des acteurs. Dans la cyberéconomie, effectivement, on a bien évidemment des entreprises comme par exemple Dignitude, qui est une jeune entreprise qui crée des vêtements qui sont adaptés aux personnes âgées et à mobilité réduite. Or, la gamme senior n'est pas encore sortie. Il commence surtout par les médicales et par les personnes atteintes d'un cancer. Puisque souvent, en fait, ces histoires d'entreprise naissent d'expériences personnelles. Et donc, la première gamme qui est sortie, effectivement, est sortie puisque quelqu'un de proche était atteint de sa maladie. Et ce produit est venu d'un constat, effectivement, d'un besoin de préserver l'intimité et la dignité d'un patient qui est malade. On a aussi Luna Horn, qui fait le pari du numérique et qui, effectivement, développe un outil qui est à la fois de détection des risques, mais surtout de sensibilisation en fait, à l'adaptation du logement avec 3 entreprises de l'écosystème normand, ou encore Meditaging, qui est un projet européen qui est porté par l'INSERM. Donc je vous ai mis le montant parce que vous voyez qu'il est assez conséquent. Donc les services de la région, notamment le service de recherche-innovation, a accompagné ce projet dans son montage. Donc il s'agit de projets qui sont très très compétitifs. Horizon 2020 prime l'excellence scientifique. Et donc c'est à Caen en fait que ça se passe, et donc sur un projet sur la réduction de facteurs des risques Alzheimer par la stimulation cognitive, notamment par la méditation. Donc voilà pour avoir une idée de quelques projets. Il y en a aussi d'autres, notamment une entreprise de service à la personne qui revoit son organisation, sa forme de management, d'une part pour faire face aux évolutions de la société, mais aussi pour rendre son entreprise plus attractive, parce qu'effectivement, dans les services à la personne, souvent, on a malheureusement une problématique de valorisation des métiers. Le projet Éco-Réseau qui est né qui était émergé dans un atelier effectivement qu'on a animé et que normalement, donc effectivement, il y a la CRES est suivi à l'heure actuelle par la CRES, et si je ne me trompe pas, il est financé par 2 conférences des financeurs, normalement le Calvados et la Manche, sur un projet de ressourcerie d'aide technique, et aussi de projets qui sont portés plutôt par des territoires. Donc, j'ai pu renommer le Calvados pour l'expérimentation d'un dispositif numérique de maintien à domicile, ou la Seine-Maritime qui a été déjà mentionnée, ou le travail effectivement mené en ce moment dans le département de la Manche dans le cadre de la mise en place du plan local d'autonomie, dont il y a un volet économique, cyberéconomie. Voilà. Donc, Ouais, ce que je voulais dire quand même, c'est que tout ça, donc on a plutôt travaillé sur l'angle d'un collectif, et on n'a pas créé de structure juridique associative comme ça aurait pu être le cas. C'était une consigne forte du Conseil régional à l'époque de ne pas recréer, mais plutôt d'être un assembleur et un ensemblier d'initiatives qui existaient déjà à la fois donc sur les filières, les pôles, qui sont mobilisés et qui continuent à l'être, aussi sur des territoires. On a parlé des conseils départementaux, il y a quelques territoires aussi qui se sont mobilisés. Je parlerai par exemple de Mortain dans la Manche qui assez vite aussi a voulu associer son implication dans le développement du numérique et la problématique de maintien à domicile qu'ils pouvaient rencontrer. Donc il y a aussi des territoires qui s'investissent fortement. Donc c'est plutôt sous l'angle d'un collectif qu'on a souhaité travailler. Il y a des
les projets. Il y a plein de gisements. Et puis, la plus belle satisfaction, c'est quand même quand un porteur de projet, il y a 3 semaines, est venu nous voir en disant, voilà, moi j'ai eu l'idée de créer mon entreprise parce qu'en Normandie, il y a une vraie dynamique silver economy. Et du coup, ça m'a donné envie de créer un produit, un service dédié à ce marché, ici, parce que c'est ici que je vis et parce qu'autour de moi, je sens qu'il y a une dynamique et un écosystème qui pourra m'accompagner. Donc ça, c'est une vraie satisfaction. Et voilà, je voulais la partager avec vous pour vous dire que voilà, l'aventure va continuer. Et donc Valérie va pouvoir resituer aussi ce qui s'est passé dans le reste de la France et sur quelques régions qui aussi s'étaient engagées assez fortement sur ce sujet avant nous, souvent, et puis en parallèle de nous. Et voilà, c'est pour donner un petit panorama plus général. Merci Alexia. Oui, alors effectivement, au niveau national, aujourd'hui, la silver economy est portée par plusieurs organismes qui se revendiquent de la silver economy, mais en particulier l'association France Silver Eco, qui au niveau national donc a une lettre de mission. Alors ça a été dit tout à l'heure, hein, la silver economy est apparue dans les discours politiques en 2013 et donc portée à l'époque par Arnaud Montebourg et Michel Delaunay. Mais le 12 juillet dernier, 2016, la nouvelle lettre de mission a conforté France Silver Eco sur cette animation et cette réflexion du développement de la silver economy au niveau national. Et il est bon de rappeler que cette lettre de mission a été co-signée par Marisol Touraine et Emmanuel Macron. Donc ça laisse espérer que ce sera toujours un sujet porté dans les mois et les années qui viennent. Parmi ces missions donc, est précisée l'animation du réseau des Silver Régions. Alors effectivement, Silver Région, donc ce n'est pas un label en soi, mais c'est aujourd'hui quand même parmi les 13 régions françaises telles qu'elles sont définies dans leur territoire, dans leur nouvelle dimension. Un certain nombre sont plus engagés dans cette filière économique en fonction de leur histoire et aussi de leur spécificité. Donc alors, il faut effectivement peut-être faire un petit point sur aujourd'hui la nouvelle composition gouvernementale, et ça a été l'objet de quelques réflexions, d'inquiétude de ne pas voir de ministre ou de secrétaire d'État en charge de la personne âgée, en charge de la silver economy. Mais c'est peut-être mon côté optimiste, mais je pense que de toute façon, comme c'est un sujet transversal, je pense qu'il sera amené à mobiliser un certain nombre de ministères, que ce soit celui de la santé bien sûr, mais celui de l'économie, celui de la transition énergétique, celui de l'aménagement du territoire. Et puis, comme on a la chance, je vais faire un peu de cocorico, en Normandie aujourd'hui, d'avoir quelques entrées ministérielles, on peut espérer que la Normandie pourra bénéficier de crédits ou en tout cas d'innovation dans ce domaine-là. Je ferme la parenthèse. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a quand même quelques régions qui sortent du lot, pour des raisons, là aussi, historiques, spécifiques. Là aussi, j'ai envie de dire, étant maintenant la Normandie ayant intégré France Silver Eco, étant moi-même membre du conseil d'administration de France Silver Eco, je m'aperçois quand même que le dynamisme des régions est souvent proportionnel à la motivation et à la volonté de l'élu qui porte cette délégation au sein de la région. Et voilà, il y en a qui y croient plus que d'autres, mais c'est important effectivement d'avoir des élus qui y croient pour faire avancer cette thématique sur nos territoires. Alors, parmi ceux qui y croient, eh bien, la région Aquitaine a effectivement, depuis 2014, montré cette volonté, réaffirmée dans la politique régionale de 2017. Juste pour ceux qui ne sauraient pas, donc l'Aquitaine, c'est quand même la région de Michel Delaunay. Donc voilà, on comprend pourquoi c'est une priorité pour cette région. Donc il y a aujourd'hui une déléguée régionale qui est à la fois en charge de la santé et de la silver economy, c'est Françoise Janson, qui siège aussi d'ailleurs à l'Association des régions de France et qui porte donc aujourd'hui cette thématique sur une vision encore plus transversale des régions. Alors, la région Silver-Aquitaine, enfin la région Aquitaine a identifié 6 filières sur ces thèmes. Alors, tout ce qui tourne autour du santé et du médico-social, de l'autonomie et du maintien à domicile. Et alors, à chaque fois, en fait, il y a des organismes ou des lobbies, des associations qui portent plus précisément ces thèmes. Habitat et urbanisme, donc, qui est porté par le pôle BTP, le transport, l'adaptation de la mobilité, la prévention du bien vieillir et le tourisme de santé. Alors c'est vrai que c'est une région reconnue pour ses sites de tourisme, thermalisme et autres. Et puis tout ce qui concerne la transversalité portée par AG2R La Mondiale.
Depuis la fusion avec la région Limousin, ils ont bénéficié aussi de la compétence aujourd'hui reconnue d'Autonome Lab, qui est donc un groupe en ingénierie et en santé de l'autonomie et qui est en fait une forme de Living Lab. On en reparlera parce qu'il y en a quand même pas mal dans les différentes régions, d'ailleurs chez nous aussi. Donc c'est aujourd'hui un organisme assez reconnu dans l'innovation dans ce domaine-là. Parmi leurs projets, il y a aussi un pôle d'excellence rurale, puisqu'effectivement, la silver economy, comme l'a dit tout à l'heure Serge, on ne vieillit pas pareil si on vit au cœur d'une métropole ou si on vit dans un territoire rural assez isolé, d'où l'importance aussi de développer la domotique sur ces territoires. Et puis des projets aussi européens dans le cadre des politiques Interreg, donc IC4 Silver, qui est un projet donc, porté par la région Aquitaine. Parmi les autres régions aujourd'hui reconnues aussi dans ce domaine-là, il y a la région Pays de la Loire. Alors là aussi, un engagement qui date depuis 2014, un engagement en fait qui était aussi fortement porté par le président de la région précédemment, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI. Et cette collaboration a donné naissance au gérontopole d'autonomie et longévité, le gérontopole de Nantes, porté donc par la CRES et la CERMA. Alors un gérontopole qui a une vision transversale du vieillissement, mais qui a quand même une spécificité un peu autour de la santé, puisqu'il faut savoir que le président de ce gérontopole est le professeur Gilles Berru, gériatre, gérontologue du CHU de Nantes. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein. Effectivement aujourd'hui en Normandie, on souffre de ne plus avoir de professeurs de gérontologie, que ce soit CHU de Caen ou CHU de Rouen. Et donc, effectivement, nos options après de prise en compte du vieillissement peuvent être différentes. On peut travailler peut-être plus avec les universitaires, avec les urbanistes, mais pas forcément avoir une vision médicale ou gérontologique d'emblée. Toujours pour revenir donc à ce qui se fait au Pays de la Loire, il y a effectivement la mise en place d'une plateforme d'échange, beaucoup aussi de formations qui sont portées par le gérontopole. Si vous regardez les différentes offres de formation qui sont régulièrement proposées, nous avons eu d'ailleurs l'occasion de s'y rencontrer encore il y a 2 ou 3 ans, mais c'est effectivement tous les ans, il y a un programme de formation porté par le gérontopole de Nantes intéressant. La mise en place d'un comité d'accueil de projets de Silver Economy qui s'appelle Cap Silver Eco, qui crée justement tous les mois une réunion pour dynamiser et avancer sur ces projets, et puis des matinales d'information thématiques, des réseautages, étapes Silver Eco. Donc une région qui effectivement est une région assez dynamique, comme elle n'est pas très loin de la Normandie. Moi j'ai souvent l'occasion de m'y rendre, et c'est un modèle effectivement pas forcément à transposer, mais en tout cas de bonnes idées à aller prendre chez nos amis Pays de la Loire. La troisième région qui aujourd'hui aussi est très engagée, c'est l'Occitanie. Là aussi dans sa nouvelle composition, puisqu'avant c'était la région Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, la réunification des régions permet de dynamiser encore plus cette politique avec 3 axes principaux. Donc, autour de l'innovation et du transfert technologique, de favoriser une filière d'excellence et puis d'accompagner les entreprises à se structurer et assurer une visibilité et une promotion. Là aussi, un comité multi-acteurs assez actif, 60 membres, ce qui est important, répartis dans 5 commissions, mais dont 2 surtout, qui se réunissent régulièrement autour des territoires et de l'innovation. Un appel à projet Innov Silver Eco, donc des thématiques qu'on retrouve quand même dans toutes les régions, puisqu'effectivement, la Silver Economy se veut quand même quelque chose de concret, de logique et d'adapté au quotidien. Donc l'habitat et le transport sont quand même les problématiques quotidiennes qui sont prises en charge dans les régions, que ce soit l'adaptation de l'habitat existant, la construction d'habitats nouveaux, l'adaptation des transports en termes de mobilité, et aussi ce qui a été dit, mais la transition démographique ne se peut pas s'imaginer sans la transition énergétique et écologique, et profiter justement peut-être des innovations en matière de transport. Je regarde Damary sur le pôle Movio, mais pensez aussi au transport électrique, au transport sans chauffeur aujourd'hui, je cherche le terme, la voiture autonome, voilà, merci. Donc effectivement, profiter de toutes ces innovations technologiques pour les rendre encore plus concrètes et adaptées donc, au vieillissement de la population. Bien sûr, donc le maintien à domicile, la santé, la nutrition. Le loisir et le tourisme, effectivement, ça a été dit, mais par rapport justement à notre problématique normande, nous sommes une région effectivement connue dans le monde entier et reconnue pour ses lieux touristiques importants. Mais je pense qu'il
Imaginez, vous êtes tous allés au Mont-Saint-Michel ou aux falaises d'Étretat. Il y a un moment où ça peut être plus difficile de s'y rendre, surtout quand on doit laisser la voiture 1 ou 2 kilomètres à distance. Donc là, je pense qu'on a effectivement, en termes d'adaptation de notre tourisme, des idées à avoir et des efforts à faire. Voilà. Sachez aussi donc, que l'Occitanie est assez une des régions qui sait aussi aller chercher les fonds européens en matière de développement de la silver economy. Nous avons eu la semaine dernière justement une réunion avec un de nos collègues, François-Xavier Priolo, vice-président donc en charge des relations européennes, pour la silver economy normande. Il y a effectivement aussi à aller voir du côté des fonds européens, soit de politique générale, mais sur des thématiques aussi très particulières, comme peuvent être le transport ou l'adaptation des logements. Avant-dernière région qui est aussi identifiée aujourd'hui en matière de silver economy et qui a adhéré d'ailleurs à France Silver Eco, c'est la région Hauts-de-France. Donc là, depuis l'élection de Xavier Bertrand, il y a aussi une conseillère régionale déléguée à la silver economy, qui est Brigitte Mauroy. Pour ceux qui la connaissent, c'est aussi une professeure chirurgienne au CHU de Lille. Et j'aime beaucoup cette femme, on a l'occasion souvent d'échanger. Et peut-être le fait qu'on partage aussi cette profession de santé, de se dire que, heureusement que le temps médical n'est pas forcément le même temps politique, qu'on va plus vite sur certains sujets, parce que sinon il y a beaucoup de patients qui n'auraient pas survécu au temps de réflexion parfois politique qui font qu'on n'avance pas assez vite. Alors au niveau du département Hauts-de-France, effectivement là aussi beaucoup d'innovation. Donc, travailler sur l'adaptation de produits et de services innovants avec toujours les mêmes objectifs, promouvoir des actions des entreprises, des laboratoires, permettre aux acteurs de se rencontrer. Et ça aussi, c'est quelque chose que je découvre en étant depuis maintenant un peu plus d'1 an au sein du conseil d'administration de France Silver Eco. Et il y en a d'autres d'ailleurs dans la salle qui en font partie. Mais effectivement, ces rencontres permettent aussi d'échanger, de se découvrir d'ailleurs sur un territoire. Parce que je regarde Desgroisses qui est en face de moi. On siège ensemble à France Silver Eco, mais ça nous a permis aussi justement au sein de la Normandie d'être efficace, de se rencontrer et d'avoir des projets communs. Je pense aussi à d'autres acteurs qui ne sont pas forcément normands, mais qui viennent nous souvent, comme Jean-Philippe Arnoux de Vita Confort. Cette proximité que nous permet France Silver Eco permet effectivement ensuite sur nos territoires régionaux de travailler mieux, de mieux se connaître et d'être plus efficace. Alors pour ce qui revient à la Hauts-de-France, ils travaillent aussi donc sur le concept de l'EHPAD du futur, de l'EHPAD connecté. Bon, ça, c'est un projet qu'on retrouve dans d'autres régions, mais effectivement, ils ont un concept aujourd'hui assez avancé, mais qui permet là aussi d'échanger au sein de ces réunions entre régions pour ne pas aller réinventer ce que le voisin a fait, mais au contraire profiter des expériences et des avancées de chacun pour être aussi plus efficace sur nos territoires. Un appel à projet aussi, donc financé là aussi par les fonds européens, qui est le Silver Surfer autour du numérique. Et puis une convention d'affaires qui existe maintenant depuis, ce sera la 2e année, à Lille, qui se réunit en début d'année, donc à Ginfit, qui permet là aussi d'échanger sur cette thématique au niveau européen, puisque on l'a dit, Serge l'a dit, la France vieillit, mais il n'y a pas que la France, l'Europe vieillit. Et là aussi, si on se projette dans les 30 prochaines années, l'Europe, après l'Asie d'ailleurs, puisqu'en fait ce sera l'Asie le continent le plus vieux dans quelques années. On a d'ailleurs l'occasion de rencontrer des partenaires chinois parce que c'est un vrai sujet aussi pour eux. Mais l'Europe sera effectivement un continent gris. Et donc on a intérêt à partager avec nos partenaires européens sur ce défi. Et je terminerai donc sur l'Île-de-France, la région Île-de-France qui, elle, est positionnée bien avant même le moment où on a parlé de Silver Economy, puisqu'en 2010 est né donc un cluster Silver Valley qui s'appelait Soliage et qui est justement un réseau qui réunit un certain nombre d'entreprises, de fournisseurs de services, de biens, de partenaires d'innovation, de prestataires de services, qui avaient déjà anticipé cette avancée démographique, alors que l'Île-de-France n'est pas forcément la région aujourd'hui la plus âgée de notre territoire, bien au contraire. Avec donc une expertise, des mutualisations de moyens, un cofinancement donc par la région Île-de-France et les conseils départementaux, et avec un élément qui booste beaucoup cette économie, qui est la bourse Charles-Foy. D'ailleurs, je crois que les remises de prix ont eu lieu hier ou avant-hier, cette semaine, et qui permettent justement tous les ans de mettre en avant des entreprises innovantes, alors dans le domaine numérique essentiellement, mais pas que, et avec un partenariat avec AG2R La Mondiale, dont je salue aussi d'ailleurs la présence du représentant régional normand aujourd'hui avec nous. Voilà pour ce qui est un peu de l'avancée des différentes régions. Donc, je crois après que Sophie va
refaire le point sur les projets normands et pour les années qui s'avancent. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie de votre attention parce que la masse d'informations qui vient de vous être transmise en plus d'1 h 15 est dense, mais en même temps nécessaire parce que ça permettait à chacune et chacun d'entre vous de repartir avec la même base de données. Moi, ce qui m'intéresse avant d'attaquer la méthodologie partagée, c'est déjà sur cette première base d'avoir vos retours, vos premières remarques sur ce panorama normand, national et sociologique aussi. Qu'est-ce qui ressort pour vous de ce diagnostic, de ce premier panorama? Moi, je vous propose qu'on ait déjà un temps d'échange qui est important pour la suite. Ça va me permettre de savoir si j'ai tout faux sur ma copie d'après ou pas. Allez, qui se lance? Par exemple, vous en êtes où dans vos propres réflexions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent, d'autres que vous trouvez inutiles à creuser? Est-ce que tout est dit? Allez-y, merci d'engager la conversation. Merci Madame d'abord pour votre invitation. Jean-Louis Laville, comité régional de tourisme de Normandie. Vous avez dit, monsieur, vous venez de le redire à nouveau, même le conseil régional, que il n'y avait pas d'exception française. Et vous avez dit que en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, ce vieillissement était la loi du monde. Alors ça, c'est particulièrement important pour nous. Pourquoi? Parce que 100% de nos clientèles viennent de ces marchés. Et donc, évidemment, nous recevons du monde entier, la Normandie région monde, nous recevons du monde entier des touristes qui sont de plus en plus âgés, qui partent de plus en plus, qui veulent profiter évidemment de cette vie, de cette seconde vie, qui cherchent des expériences, voilà. Donc, nous recevons des touristes et ce que vous dites coïncide parfaitement avec l'économie du tourisme normand. Le deuxième aspect, c'est que notre offre touristique en Normandie est parfaitement adaptée. Alors parfaitement, hein, bien sûr, adaptable, vous avez pris quelques exemples, mais elle est globalement parfaitement adaptée à ces clientèles-là, qui ont fait le tourisme en Normandie, l'essentiel, le tourisme de mémoire, le tourisme culturel, le slow tourisme, des équipements de remise en forme, sont parfaitement adaptés à cette forme touristique. Si nous étions Ibiza, ça se saurait. Donc nous n'avons pas un tourisme de jeunes, nous avons un tourisme de familles avec des jeunes enfants et de seniors, qui sont donc de plus en plus nombreux. L'idée que j'en tire, c'est que les touristes sont de très bons alliés de cette démarche que vous portez, madame. Ils se sont de très bons alliés, parce que ces actions qui vont être menées par vous, par nous tous, elles rendent service non seulement aux Normands dans leur vie de Normands, mais aussi aux touristes du monde qui viennent en Normandie. Donc, c'est évidemment prometteur d'un enrichissement, de développement économique, et je crois que c'est votre priorité, c'est porteur de priorité économique. Mais je voudrais souligner peut-être un point et poser une question. Le point que je voudrais souligner, c'est que dans l'amélioration de l'accueil, hein, qui est au cœur de toutes les démarches de développement touristique, qui a été souligné, on a la chance d'avoir un rapport national porté par un élu normand, Christophe Bouillon, vous le savez, député de Seine-Maritime, et donc qui a rendu au ministre des Affaires étrangères, et c'est très récent, c'est en décembre 2016, un rapport très complet sur 17 propositions pour améliorer l'accueil des seniors du monde en France. C'est une question d'entreprise, mais c'est pour nous aussi une question de territoire. Et dans ces entreprises, l'essentiel ne sont pas des entreprises spécialisées. À part le tourisme de remise en forme, ce sont des hôtels, ce sont des autocaristes qui ont fait des investissements depuis des années, penser leur développement parce que ces clientèles sont au cœur de leurs produits. Pensons à l'évolution du tourisme en autocar sur 30 ans. Je veux dire, ces entreprises se sont formidablement adaptées. Le voyage en autocar n'a plus rien à voir et c'est un tourisme souvent de seniors. Donc, pour moi, il faut absolument une liaison entre l'action que vous allez avoir avec les entreprises que vous avez engagées et avec les territoires, parce qu'on est accueilli sur un territoire. L'interrogation que j'ai, c'est la place de la communication. On ne communique pas, il n'y a pas de destination française qui communique pour dire « je suis le paradis des seniors ».
on est très ennuyé. C'est vrai que c'est rarement sexy comme communication. Les valeurs, c'est le jeunisme, c'est la jeunesse, c'est le dynamisme. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, et votre regard sur cette question-là, je pense, aujourd'hui et peut-être dans les temps à venir, à mon avis, serait très éclairant pour la communication touristique et de la Normandie en général. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur le directeur, c'est très intéressant. Je me permettrai de prendre peut-être une deuxième remarque et puis de répondre sur ce point. Monsieur, je vous en prie. Pour rebondir sur ce que disait monsieur, une impression peut-être fausse pour moi, j'ai l'impression aussi que les actions que l'on porte autour de la silver economy sont majoritairement axées sur le grand âge et que l'on parle tout le temps de la grande dépendance. Et tous les sujets que je vois un peu traités sont majoritairement sur le grand âge, alors que je suis convaincu que les besoins sont aussi de façon préventive dès, comme le disait M. Guérin, dès 60 ans et tout ça, il y a des choses déjà adaptées et ça donnerait, je pense, une image plus positive aussi de ce qu'est la silver economy en y intégrant justement des solutions moins à chaque fois fin de vie, grande dépendance et autres. Je pense que c'est un sujet important. Je vous remercie pour cette impression qui est largement partagée, dans laquelle on s'inscrit. D'abord aussi en termes de marketing, parce qu'effectivement, si on veut répondre à une des premières problématiques en disant « venez chez nous, en Normandie, parce qu'il y fait bien vivre », et dans tous les sens du terme, et je ne sais pas s'il faut dire bien vieillir, parce que justement, ça rejoint le fait qu'on ait toujours un focus sur la partie vieillissement de la population. Mais trouver une accroche intergénérationnelle où finalement c'est le bien vivre qui fait qu'on se retrouve tous dans un même territoire, ça c'est important. L'observation que vous faites, territoire et entreprise en matière de tourisme, et ce n'est pas Béatrice Guillaume qui me contredira, on a quand même beaucoup de retard. Et toutes les deux, on va partir en voyage de benchmark en Suède, parce que quand vous êtes sur le littoral et c'est 670 km de côte, vous constatez assez rapidement que les aménagements des bords de mer et des plages sont rarement aménagés de façon le plus accessible possible. Et je rejoins ce que vous dites, Monsieur Guérin. Pour moi, l'accessibilité, ce n'est pas la norme, c'est l'accessibilité pour tous. Et que les mêmes capacités à être plus facilement sur la plage, elles valent pour l'enfant de 2 ans, les parents avec les poussettes, les personnes en situation de handicap, que les grands-parents qui accompagnent les petits-enfants ou les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc ce qui est bien pour un est bien pour tout le monde. Mais qu'effectivement, on a là toute une série de problématiques à mutualiser de la même manière avec les porteurs de projets, qu'ils soient territoriaux ou qu'ils soient privés. Quand un hôtel s'installe en bord de mer, eh bien, on doit avoir le réflexe collectivement, mais ça sera, plus on formera aussi les gens et les élus en responsabilité, et les chefs d'entreprise porteurs de projets, plus on aura ces réflexes. C'est ça aussi qui nous manque, parce que trop souvent, on vit l'aménagement comme une contrainte, plutôt que de le concevoir en termes d'aménagement du territoire ou de ville comme un projet partagé. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et je crois que sur la partie touristique, il y a un énorme travail à faire avec les branches, avec les chambres des métiers, et je remercie le président de la Fédération du bâtiment, avec les porteurs de projets, quels qu'ils soient. Quand vous avez des grands groupes qui construisent des chaînes hôtelières qu'on connaît bien sur la place nationale et internationale, eh bien, il faut qu'on les invite collectivement à réfléchir leurs normes de standards. Et qu'aujourd'hui, on voit bien aussi qu'on voyage en famille. C'est-à-dire que c'est de plus en plus fréquent d'avoir 3 générations réunies dans un même séjour vendu, avec du coup un besoin d'habitation dans des hôtels qui vont de la suite familiale, qui sont toujours des exceptions, mais aujourd'hui qui changent dans les standards de consommation, où vous pouvez en même temps travailler, aller sur la plage, apprendre à nager dans des lieux adaptés, les mises à l'eau dans les stations balnéaires, ça c'est aussi des questions qu'il faut qu'on travaille. Donc il y a vraiment un travail de partage avec les branches et les syndicats professionnels. Et que ça passera que si chacun s'y met dans ses responsabilités, je crois. Alors il y a des choses qui bougent, hein, mais je vois la demande va arriver de façon massive et assez rapide. Et je vous rejoins, la prévention de la même manière. Le capital humain, il faut qu'on arrive à sortir de la société curative en matière de santé et être sur le préventif. Et c'est comment je gère mon capital humain, surtout mon parcours de vie,
et que ça passe par le bien-être et le positif. Mais dans notre communication, c'est très important en termes de relais. Mais je sais qu'il y a des travaux qui sont engagés avec ma collègue Marie-Agnès Poussier-Winsbach, mais c'est aussi pour ça que la mission qui est la nôtre au sein de la région, vous l'avez bien compris, c'est d'agir en transversalité. De la même manière que sur le numérique, sur les questions de handicap, eh ben nous agissons en pôle. Mais c'est aussi pour ça que je vais compter sur vous pour nous rendre une copie fin septembre pour prioriser les objectifs que nous nous fixons collectivement. Parce qu'on ne pourra pas tout faire, se disperser, ce serait une erreur, me semble-t-il, mais j'ai aussi besoin d'avoir votre point de vue. Mais se fixer 5 objectifs clairs, partagés sur un contrat d'objectifs de 3 ans pour mesurer ensuite et évaluer notre capacité collective à agir, ça me paraîtrait intéressant. Béatrice. Tu as appuyé sur le petit micro. Bien. Juste peut-être, je ne sais pas si les gens de la CAPEB ou de la FEB souhaitent intervenir, mais c'est vrai que cette notion de prévention, elle est très importante justement dans l'habitat. Et c'est un des sujets justement sur lequel on s'engage. Alors là, je vais prendre plus ma casquette d'élu havraise. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué aussi, mais c'est vrai qu'au niveau du Havre, on a fait le choix justement de travailler sur l'aide au maintien à domicile et sur cette prévention. Et c'est effectivement un message aussi aujourd'hui que peut-être nos concitoyens ne sont pas encore prêts à entendre, mais je pense que ça évolue. Parce qu'effectivement, la génération qui a aujourd'hui entre 60 et 75 ans et qui vit la vieillesse de ses parents, qui sont en EHPAD, qui sont dans des situations difficiles d'hébergement, est en train de penser à sa propre vieillesse et se dit qu'effectivement, il ne faut pas attendre d'avoir 80 ans pour changer son logement. Et c'est plutôt lorsqu'on va rentrer en retraite qu'il faut penser à adaptation du logement, que ce soit des pièces sanitaires, des chambres ou autres. Mais aujourd'hui, je pense que ce cheminement avance aussi dans nos esprits et là aussi, cette politique de prévention devrait de plus en plus être mise en avant. Et puis, effectivement, on s'aperçoit qu'adapter son logement pour y vieillir en sécurité, c'est aussi l'adapter pour que les enfants y grandissent en sécurité et eux apprennent l'autonomie. On a des exemples, hein, je pense par exemple tout ce qui est chemin lumineux, tout ce qui est adaptation au déplacement dans la nuit. C'est aussi utile quand on a 2 ans et qu'on cherche à être propre que quand on a 75 ans et qu'on a du mal des fois à se lever ou à trouver la lumière. Donc il faut vraiment avoir cet objectif. Hein, ce qu'on fait pour un âge, on le fait pour tous les âges de la vie, effectivement, quoi. Alors, oui, monsieur, je vous en prie. Oui, je pense qu'il faut partir du principe qu'on est dans le confort d'usage, qui devient vite le confort de vie. Est-ce qu'il serait imaginable à un d'entre nous, là, dans cette salle, de faire construire un logement ou une maison individuelle, peu importe, d'habiter sans avoir une salle de bain ou une cuisine? On est au même virage aujourd'hui avec le confort d'usage et de vie, de 7 à 97, pour faire un clin d'œil à Tintin, qu'il y a quelques années, sortir de la guerre, où on a imposé les salles de bain dans la façon de voir et de construire. Aujourd'hui, ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire bah, vous me faites une maison, mais je ne veux pas ni de cuisine ni de salle de bain. Donc je pense que la communication, elle est là.
Alors, il se fait plein de choses, hein. Moi, je ne vais pas prendre l'après-midi, mais tu sais ce qu'on fait. On part de la loi de 75 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je prendrai rendez-vous avec vous pour vous expliquer ce qu'on fait. Mais je pense qu'il est là. La pierre angulaire, elle est là. C'est confort d'usage, confort de vie, tout au long de la vie. Et adapté avec tous les moyens technologiques que nous avons. Et Dieu sait qu'il y en a. Et il y a des choses qui sont faites en Normandie. La Normandie a été un berceau d'initiatives. Je me ferai un plaisir de vous les présenter. Et j'interpellerai juste les agences qui sont chargées de faire l'inventaire de ce qu'il y a, de vraiment faire l'inventaire. Je vous rassure, hein, on a bien à l'esprit que la copie, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle doit être amendée et renforcée. Mais justement, c'est en travaillant avec les acteurs qu'on l'enrichit. C'est pas en restant sur un constat. Les acteurs que nous sommes sont là depuis le début. Oui, je sais bien, mais j'en vois émerger toutes les semaines sur le territoire. Et c'est ça qui est intéressant. Mais du coup, ce que je vous propose et ce qu'on vous propose avec Valérie, c'est de laisser chacun libre dans ses démarches, mais de structurer collectivement la base de données pour travailler encore mieux sur la base d'objectifs partagés, comme on le fait avec l'ensemble des filières, mais sans tenir le stylo à personne, mais du coup qu'on avance collectivement, parce que comme vous le dites, c'est maintenant qu'on prend le virage ou pas. Voilà. Donc, et j'aimerais beaucoup, comme l'ensemble des élus, que la Normandie soit particulièrement exemplaire en la matière. Et il me semble qu'on a un temps d'avance, pas tant que ça, parce que tout le monde se réveille sur le sujet, avec des présidents de région qui sont parfaitement au fait des choses et connectés aux enjeux. Donc, il faut qu'on accélère. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en même temps la dimension sociologique et philosophique, c'est-à-dire comment on arrive à promouvoir de façon positive le sujet, et de la façon la plus pragmatique qui soit, en passant par... Alors, on aura un temps de communication, je pense, l'année prochaine, quand on aura avancé sur les objectifs. Mais du coup, sur les objectifs, je voulais vous proposer 5 bases de travail. La première, alors quand je dis Normandie, évidemment, dans notre esprit, c'est tout ça. C'est le travail avec les départements. Je précise. Normandie, terre d'accueil et de développement des entreprises de la silver economy. C'est-à-dire comment nous faisons en sorte d'avoir un écosystème favorable en lien avec les agences de développement, l'ADN. Dès qu'un porteur de projet est identifié ou sur notre territoire ou hors du territoire, pour le rapprocher de nous. Ce que vous disiez tout à l'heure, Alexia, c'est-à-dire que déjà entre eux, ils se passent le message en disant ici, vous pouvez venir parce qu'il y a des gens qui savent faire, il y a des compétences. Donc ça rejoindra aussi la partie formation et emploi dans les objectifs énoncés. Normandie, une terre d'innovation et d'expérimentation de nouveaux services et de nouveaux produits. Le fait d'avoir des pôles de compétitivité est quand même un atout majeur qui nous a fait gagner beaucoup de temps en matière d'innovation. Et pouvoir mettre à profit ces expériences à l'ensemble des porteurs de projets nous paraît particulièrement important. Normandie, un territoire propice à la formation pour le développement des entreprises et de l'emploi. On voit bien aussi que l'enjeu pour accompagner le mouvement de la demande interne et externe, eh bien, c'est de monter en puissance sur les formations d'aide à la personne, les formations médico-sociales, les formations en matière de bâtiments, de porteurs de projets, d'urbanisme. Alors je sais que tout le monde se mobilise pour le faire et qu'elles sont déjà en œuvre, mais que du coup, il faut aussi qu'on arrive à les promouvoir et à les implanter sur le territoire normand, parce que quelqu'un qui se forme sur le territoire normand, eh bien, a plus de chances de pouvoir y rester travailler et de favoriser le développement. Le numérique, évidemment, a une part majeure dans cette transition démographique. Ça vaut pour la formation aussi, puisqu'aujourd'hui, une assistante de vie eh bien, fait son rapport de plus en plus sur tablette, qui a une vraie question,
c'est aussi pour ça que j'ai souhaité que la région Normandie soit pilote sur la formation des femmes dans le numérique, parce qu'on voit bien qu'on a des métiers très féminisés. Il y a un vrai décrochage en matière de classe d'âge sur la capacité à pouvoir et rester dans ces métiers de service à la personne et à y évoluer ou à y rentrer. Et que du coup, la région Normandie porte un programme qui s'appelle Digitel, qui va permettre, en lien avec les AGFOS, eh bien, de former des femmes à l'usage numérique, ne serait-ce que pour avoir une meilleure chance ou de rester dans leur emploi ou d'en retrouver un sur ce... Et c'est particulièrement vrai pour ces métiers. Normandie, un territoire où on vieillit le plus longtemps possible dans son logement. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont portées sur les territoires et qui font école. Donc à nous de continuer à les soutenir et à les promouvoir. Normandie, un territoire organisé pour l'accueil des touristes seniors français et étrangers. Donc nous sommes dans la cible de l'objectif. Voilà. Alors, je vous propose un temps d'échange sur ces objectifs. Est-ce que vous souhaitez apporter des corrections, des modifications ? Madame. Oui, bonjour, je suis Stéphanie Henry du pôle TES de l'antenne de Rouen. En fait, je suis complètement d'accord avec la présentation et notamment pour nous sur la partie expérimentation parce que c'est plutôt notre métier de faire du projet R&D, de l'expérimentation. En fait, je voulais apporter une petite remarque. Est-ce que vous avez des relations avec le label HS2 ? Parce j'ai vu une présentation à l'agglomération Seigneur il y a peu de temps de Madame Alajoanine sur le label HS2 et ça me paraît être un label qui est plutôt très intéressant, je crois, et qui est amené à se développer sur le territoire et peut-être qu'il y aurait des collaborations intéressantes à faire avec la PAV, je crois, qui distribue le label. Vas-y, je peux répondre. Oui, effectivement, je les ai rencontrés. J'ai été présente lors de la présentation du label HS2 il y a un an maintenant, en juin de l'année dernière. Et on est en train de regarder justement pour que la Normandie, soit l'ensemble de la région, soit un territoire, département ou une métropole, une agglo, soit présente lors de leur journée le 22 septembre prochain au Conseil économique et social pour justement présenter ce label. HS2, en fait, c'est Haute Sécurité Santé, hein, et qui est présenté comme le 3e volet du développement durable. Et effectivement, on a déjà eu l'occasion de travailler avec les représentants, les délégués régionaux. Benjamin Germond est venu déjà au Havre. Et notre politique, justement, autour de l'adaptation du logement, de la maison test bien vieillir, peut être une des premières choses labellisées, justement, HS2. J'ai rencontré aussi Bernard Leroy, président de la CASE, où il y a aussi là un projet avec Eiffage de construction de logements adaptés qui pourrait aussi être d'un des premiers secteurs labellisés. Donc effectivement, c'est un label sur lequel on regarde ça avec intention. Merci. Je voulais juste rajouter qu'on est en train de regarder pour une co-adhésion du label, de l'association HS2 avec le pôle TES pour voir les coopérations qu'il peut y avoir sur l'adaptation du domicile et puis l'accompagnement des personnes, le maintien des personnes âgées à domicile. Merci. Compléter, le label HS2 peut aussi intéresser les acteurs du tourisme, puisque justement dans la petite vidéo qui leur sert de support de communication, les hôtels, les restaurants peuvent aussi adhérer à ce label, montrant qu'ils ont justement une attention particulière à cette clientèle senior. Qui, effectivement, j'ai rencontré pas mal d'acteurs touristiques et alors c'est un peu pareil d'ailleurs avec les acteurs du commerce de proximité. J'ai envie de dire que c'est tellement une clientèle qui est déjà là qu'ils n'ont pas forcément envie de faire l'effort pour vraiment montrer qu'ils y sont attachés, quoi. Donc il y a encore un peu de chemin peut-être à leur faire parcourir, quoi. Mais là aussi, je prendrai encore l'exemple havrais, mais comme vous le savez, nous recevons de plus en plus de croisiéristes. C'est près de 200 escales maintenant cette année. Et effectivement, ils ont plutôt un âge déjà de retraités avancés. Et en plus, on découvre aussi qu'ils n'ont peur de rien, quoi, parce que, comme ça a été dit, je passe aussi une partie de mon temps la nuit dans les urgences à l'hôpital. Et c'est maintenant toutes les semaines qu'on voit un croisiériste dialysé, un croisiériste qui a des problèmes cardiaques ou autres, mais ça ne l'empêche pas de voyager. On peut être dialysé à bord d'un paquebot de croisière aujourd'hui. Donc ça permet effectivement d'envisager un avenir en prenant des risques, mais en ayant aussi beaucoup de plaisir. Mais ce
ce que vous dites sur les labels est intéressant et moi je vous proposerais bien, parce que justement c'est la démarche Silver Eco, c'est quand même qu'on s'adresse à un public qui a besoin, que ce soit lui-même ou sa famille, d'identifier des acteurs sérieux. C'est pour ça qu'on y met beaucoup d'éthique et qu'on a voulu rentrer dans cette démarche, puisque avec France Silver Eco, vous avez des interlocuteurs labellisés. Et que moi, ce que j'entends dans l'accompagnement ou le conseil qu'on peut avoir aux porteurs de projets, dans la partie innovation, expérimentation de nouveaux services et de nouveaux produits, il y a cette partie reconnaissance et aide à l'accès aux labellisations, pour nous qui est importante. Alors elle n'est pas écrite comme ça, mais elle est dans l'objectif partagé. Voilà. C'est important. Hein. Par exemple, hier, on échangeait sur l'intelligence économique. Se saisir du sujet de la silver economy, c'est de l'intelligence économique. C'est-à-dire prendre un vrai fait démographique et de se dire comment on inscrit une démarche partagée pour mieux répondre aux besoins et les anticiper. Et donc, tout ce qui concernera aussi la labellisation et le sérieux nous paraît important. C'est pour ça qu'on attache aussi beaucoup de prix à la formation, mais le champ, la formation, il vaut pour l'ensemble des filières concernées. Dans le bien vieillir, là, il y a le bien manger, et que la filière agroalimentaire qui mène des recherches formidables aussi sur le territoire normand avec des labos bien identifiés, ça aussi c'est une force pour nous. Donc on a vraiment des filières qui ont un effet de levier depuis le bâtiment jusqu'à la santé. Alors il y a des réflexions qui sont en cours que nous portons justement pour positionner la région normande, et là c'est une déformation professionnelle. Mais alors, je n'oserais pas parler de pôle de compétitivité, parce que je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, mais comme une région phare en matière de santé, puisqu'on a la chance d'avoir 2 CHU, des pôles de compétitivité, des laboratoires pharmaceutiques du meilleur niveau, avec un fort degré d'innovation et de recherche, et que du coup, vous ajoutez à cela le meilleur centre de soins quasiment français et européen sur le traitement cancer, en hadronthérapie et bientôt en thérapie carbone. Enfin, on a de quoi fédérer les énergies et les savoirs pour porter un projet santé. Alors, je sais que Xavier Bertrand, dans les Hauts-de-France, a un temps d'avance, mais je ne vais pas tarder à le rattraper. Sur les objectifs, oui, pardon. Si je peux juste... moi, je trouve ça très, très cohérent, et en particulier d'avoir pensé à la formation, qui est vraiment... Enfin, on n'invente pas une silver economy s'il n'y a pas des compétences. Vous avez en plus la responsabilité des lycées. Il y a aussi un enjeu, y compris en amont, au tout début, de faire comprendre les enjeux, que faire comprendre qu'il y a des emplois. Voilà, on peut aussi apprendre tout ça. L'accueil des touristes seniors, évidemment, et vous l'avez montré combien c'est important, mais peut-être d'ailleurs intérêt aussi, c'est l'accueil des seniors tout court. C'est-à-dire que parfois, je disais... On voit des clients. J'avais fait tout un travail avec les pharmaciens qui disaient bah ouais, de toute façon, les vieux, ils viennent nous voir. Ok, c'est obligé. D'ailleurs, ils voient même plus souvent leur pharmacien que leur médecin. Et puis l'avantage du pharmacien, c'est qu'il n'y a pas besoin de demander un rendez-vous. Il y a aussi plein. Voilà. Mais n'empêche que c'est aussi des lieux où on doit apprendre mieux à répondre, y compris parfois juste à parler un peu plus fort ou plus lentement, ainsi de suite, pour l'ensemble des commerces et pour l'ensemble, par exemple, des officiers publics, l'état civil et ainsi de suite. Donc il y a quelque chose aussi de sensibilisation de l'ensemble des acteurs autour de ça pour mieux accueillir tout simplement des gens qui peuvent être un peu âgés. Et puis aussi sur on vieillit le plus longtemps possible dans son logement, peut-être la notion d'habitat est plus large parce qu'elle intègre aussi l'environnement. Le quartier, là où les 500 mètres où je vis quoi, autour, et où d'ailleurs ça permet d'ailleurs souvent aussi de développer ou de rappeler l'importance du commerce local. Et en fin de compte, quand on construit un grand supermarché, je ne sais où, finalement, d'ailleurs ça marche moins bien aussi parce que les gens ne peuvent pas y aller, n'ont pas envie d'y aller, n'ont pas plus les moyens d'y aller. En revanche, les 500 mètres autour qui font aussi de la vie, et aussi d'ailleurs de la sécurité, parce que quand vous avez plus de commerçants, vous avez finalement aussi un sentiment de sécurité plus fort, qui peut aussi toucher plus des gens âgés, y compris d'ailleurs des touristes. Pour le coup, ça y participe aussi. Donc il y a peut-être, même en termes de sémantique, autour de la notion de logement, de élargir la notion d'habitat, et de penser à l'environnement qu'il y a autour. Je compléterai d'ailleurs cette notion d'environnement par un réseau aussi qui est actif en Normandie, c'est le réseau des villes amies des aînés. On a sur le territoire normand aujourd'hui 6 villes qui sont dans ce réseau Villes Amies des aînés.
Dieppe, Granville, Trouville, Notre-Dame de Gravenchon, Le Havre et d'autres villes qui aujourd'hui ont envie de faire cette démarche puisque nous sommes sollicités. Demain, par exemple, je vais à Louviers pour présenter cette démarche et il y a un certain nombre de villes qui ont envie d'intégrer justement sur cette approche de leurs citoyens de la ville, mais effectivement cette approche du quartier, de toute l'économie et tout le dynamisme d'une ville qui porte sur le vieillissement de sa population aussi. Peut-être, du coup, avec vos 3 observations, on pourrait peut-être préciser dans l'objectif 3, Normandie, un territoire propice à la formation pour le développement des entreprises et de l'emploi et des acteurs professionnels. Alors, on peut repréciser secteur privé et secteur public, c'est vrai que... mais alors là, on met le doigt dans un... Non, mais par exemple, sur le sujet du handicap, et je regarde mon collègue du FIPHP, quand vous savez que en médecine générale, un médecin n'a que 3 heures de formation sur la question du handicap, comment est-ce que vous voulez qu'il appréhende cette question quand il arrive dans son cabinet? Alors, mais voilà, mais ça dépasse notre champ de compétences, mais on peut le formuler de cette façon-là. Et des acteurs professionnels, quels qu'ils soient, dans tous les métiers. Secteur public, c'est vrai que, par exemple, je suis en train de me rendre compte que je n'ai jamais sensibilisé mon personnel communal à cette question. Voilà, ça fera partie des futurs... pourtant, je suis dans tous les... sur plein de sujets, je suis dedans tout le temps et avec des réflexes, mais c'est important. Bien. Est-ce que vous avez d'autres suggestions ou ajouts sur ces 5 objectifs partagés? Non? Bon, madame? Bonjour. Donc, je m'appelle Sophie Morel et je suis donc chargée de mission à l'ARACT Normandie. Donc, l'ARACT qui est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Le réseau ANACT-ARACT a beaucoup travaillé sur la question des conditions de travail dans les services à la personne. Et par rapport à la question du maintien à domicile, je dirais simplement, j'aurais juste cette remarque, c'est qu'il faut aussi penser effectivement les futurs logements comme des lieux de travail pour tout ce qui est les services à la personne. Et une des problématiques auxquelles étaient confrontés ces professionnels, c'était justement les domiciles des bénéficiaires qui pouvaient être un frein, un handicap à la question de leurs propres conditions de travail. Parce qu'elles pouvaient intervenir dans des lieux complètement divers et ne pas avoir des outils adaptés ou un espace de travail suffisamment, je dirais, favorable. Et du coup, ça avait des conséquences sur leurs conditions de travail. Donc, effectivement, il faut aussi penser la question pour les... Alors, je vais parler plus fort, mais aussi effectivement. oui, on a déjà eu des partenariats, je suis vos travaux. Mais c'est vrai que c'est important. Alors, est-ce qu'il faut indiquer quelque part, alors peut-être dans le plan d'action, est-ce qu'il faut indiquer quelque part aussi vieillir le plus longtemps possible dans son logement et adapter les conditions de travail parfois. Parce que c'est aussi un sujet, hein, la gestion... on pourra peut-être le décliner, ça peut être l'objet de discussion de la rentrée en action. Moi, je veux bien qu'on y réfléchisse. Si vous voyez Elisa, tant mieux. Okay. Alors, comme méthodologie, si nous sommes tous d'accord sur ces premiers 5 objectifs pour les 3 années qui viennent, c'est de décliner un plan d'action et un calendrier partagé. Et donc, de vous proposer, sur la base d'un comité régional de filière
où vous seriez écosystème, entreprise, financeur, acteur de la formation, institutionnel et représentants du médico-social et services aux particuliers, les entités constituantes de ce comité régional de filière. Et que nous puissions décliner par objectif un plan d'action. Alors en général, on fonctionne de façon assez simple, c'est-à-dire il faut vraiment que ce soit concret et pragmatique. Pourquoi on n'a rien mis aujourd'hui? C'est parce que justement, on souhaite être dans une co-construction. Donc nous viendrons ajouter, nous, Région Normandie, des actions qui nous semblent nécessaires et auxquelles nous avons déjà réfléchi, mais on voudrait partir avec vous d'une page blanche, sinon après, c'est vrai que c'est difficile de sortir du cadre préétabli. Et si vous êtes d'accord sur le qui, donc les acteurs socio-économiques impliqués dans les actions qui sont mentionnés sur ce tableau, en n'hésitant pas à nous faire part d'oublis qui pourraient être involontaires mais constatés. Si nous sommes d'accord sur les objectifs qui sont d'orienter, de construire et ensuite d'évaluer à 3 ans l'atteinte ou non de ces objectifs, avec un comité de pilotage, un animateur coordinateur et des actions concrètes identifiées sur ces 5 objectifs. Oui, bonjour, Sébastien Père, IUT d'Alençon. Oui. Il me semblerait peut-être intéressant de mettre une autre catégorie d'acteurs qui est transversale, ce sont les chercheurs, puisqu'ils interviennent à la fois sur des questions de formation, pourquoi pas avec des institutionnels. Il me semble qu'il pourrait y avoir des actions là transversales intéressantes et puis des apports des travaux de recherche qui sont menés en Normandie ou dans d'autres régions. Alors, nous, on les a identifiés dans université, mais on peut préciser. Hein. Oui, il faut peut-être. Les communautés de recherche. Oui, on peut préciser. Acteurs de la formation et de la recherche. Oui, tu as raison. MSA, dans les institutionnels et financeurs, il n'y a pas la MSA. Et c'est vrai que chez nous, c'est essentiel. Allez-y, hein, c'est la photographie telle qu'elle est aujourd'hui. Même si c'est peut-être pas un acteur régional, mais la CNSA ou des acteurs comme l'ANESM pourraient être intéressants en support, peut-être pour avoir des éléments d'information sur des politiques nationales ou des actions qui sont menées là aussi sur d'autres territoires. Bon, parce que l'ARACT travaille aussi sur un réseau national, donc on peut, l'ARACT et l'ANACT travaillent beaucoup sur le secteur des services à la personne, donc ça pourrait aussi amener des informations. Alors l'idée, c'était plutôt de vous proposer d'avoir des réunions thématiques pour prendre un peu le pouls de ce qui se fait au niveau national et international et d'avoir des réunions peut-être sous le format de réflexion que nous invite à avoir Serge Guérin, mais c'est plutôt ça l'esprit, qu'on ait en même temps un réseau d'animation sur des thématiques spécifiques. Parce qu'on a quand même des spécificités régionales qui ne peuvent pas se décliner partout. Oui. Alors, les usagers de quoi? Oui. Ouais. Vous parlez, par exemple, je sais pas, vous pensiez au CODERPA ou des organismes comme ça, au CDCA, d'accord, qui siègent au département, enfin qui participent. Ouais, c'est ça. Alors justement, non mais c'est bien que ça vienne de toi. C'est dans le cadre d'un partenariat, vous ne verriez pas d'inconvénient, les départements, à ce qu'on puisse travailler avec eux? Ouais. Non, mais c'est pour ça. Bah, peut-être qu'on peut, suite au comité, saisir chacun des départements et leur proposer pour être complètement dans la consultation. Mais effectivement, ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire l'usager, souvent, ouais. Moi, je suis tout à fait favorable, au contraire, hein, ça vient enrichir la discussion.
En sachant que dans différents acteurs, par exemple, je pense à Texap West, il y a un club d'usagers au sein du Living Lab qui sont aussi voilà, la parole des usagers directement, quoi. Effectivement, on peut les identifier de façon peut-être plus précise. Oui, je me demandais s'il ne serait pas intéressant de rajouter les organismes paritaires collecteurs des fonds de formation, si on parle de formation tout au long de la vie. 50% des personnes qui travaillent dans le secteur de l'aide à domicile sont des reconversions professionnelles. Voilà, une proposition. Monsieur le Président. Dans la liste, il y a les 2 chambres de régional artisanat et agriculture, et il n'y a pas la CCI. Je ne l'ai pas vue. Ah, excusez-moi. Bah si, CCI Normandie. Excusez-moi, autant pour moi. Si. Alors, sur les organismes collecteurs, c'est vrai qu'on les sollicite énormément sur l'ensemble des plans et programmes. Donc, il faut trouver peut-être des personnes sans leur rajouter non plus. Il faut que j'en parle avec la direction de la formation. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est en pleine révision des cartes de formation. On revoit les modules. C'est une année intense. Et après, il faut être disponible pour se pencher sur ces questions, puisqu'on a un calendrier quand même à tenir pour l'automne. Donc, mais je veux bien solliciter les services chez nous pour voir qui pourrait être l'interlocuteur idoine. Je crois que Serge Guérin est obligé de nous quitter parce qu'il a un train à prendre. Ah oui, alors il ne faut surtout pas le rater. Voilà, bon, on ne sait pas à quelle heure il arrive, hein, mais ça, c'est bientôt fini. Mais profitez. Il ne faut surtout pas le rater. C'est le point de départ qui compte. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour nous avoir accompagnés cet après-midi. Et je ne doute pas qu'on se retrouvera dans d'autres occasions. En tout cas, vous serez amenés à suivre nos travaux, voilà, et à nous corriger et noter en septembre. Très bien. Merci beaucoup. Bon trajet de retour. À très bientôt. Si. Ce sont des publics cibles et usagers à la fois. Moi, j'aime bien, ça va être intéressant de confronter les points de vue. OK. De toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ça, c'est la base de données de travail qu'on se fixe aujourd'hui et la méthodologie. Si vous en êtes d'accord, est-ce que vous avez des observations, des demandes de correction et est-ce que vous êtes d'accord sur le calendrier, c'est-à-dire de nous revoir fin septembre, chacun avec vos propositions, où on fera un travail de rendu de copie préalable et de saisie avec les propositions de chacun. On a fait exactement pareil pour définir nos process d'intervention économique, hein. C'est-à-dire que c'est de la co-construction, tout ne sera pas retenu, mais en même temps, chacun va pouvoir confronter sa proposition aux propositions des autres, argumenter, ce qui va nous donner vraiment des axes de prioritaires partagés. Est-ce que ça vous paraît tenable comme calendrier fin septembre pour nous transmettre vos données, sachant que l'ADN est le collecteur et l'animateur du projet? Ça vous va? Oui? En fonction des agendas de vos fédérations, de vos organismes? Oui? Monsieur Piquet. Oui, pour le maintien à domicile, l'USH quand même. Représentation des bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux. Ça peut être important. Oui. Dans les institutionnels, ouais. Ou les services aux particuliers. OK. Merci. Dans ce cas-là, il faudrait aussi rajouter l'ANA, l'Agence nationale. C'est noté. Bien.
Eh bien, si nous sommes raccords sur les 5 objectifs, la méthodologie, le calendrier, le fait qu'il y ait un comité de pilotage sur les temps intermédiaires de réunion du comité de filière, ça nous paraît aussi important pour assurer le suivi. À ce moment-là, je vous proposerai qu'on puisse, en fonction de vos retours, des personnes que vous pourriez identifier, alors j'imagine que c'est vous dans chacun des organismes que vous représentez, mais ou pas, et qu'on vous propose une composition de comité de pilotage fin septembre de la même manière et que chacun puisse voter et s'exprimer sur sa composition. Voilà. Ça vous convient? Bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de 2 heures de réunion, mais effectivement, nous sommes à un virage que nous souhaitons prendre collectivement et de façon pragmatique et concrète. Peut-être juste avant de se quitter, rappeler dans les actions menées donc, par la Normandie, nous aurons cette année la 3e Silver Day Normandie, le 28 septembre, c'est ça, qui se tiendra au Havre, en partenariat donc, avec la CCI, dans les locaux de la CCI du Havre, et justement autour essentiellement d'un focus autour de la thématique du logement, de l'adaptation du logement, des acteurs autour du bâtiment, de la construction et du logement. Donc je vous ai tous invités à être présents au Havre le 28 septembre. Bon, si vous n'aviez pas compris que Valérie Egloff était élue du Havre, bon, il va falloir que tu élargisses ton spectre de promotion, hein, parce que la Normandie d'abord, mais les messages sont passés. Donc voilà. Alexia. Oui, juste une petite chose. Donc, on va vous transmettre le PowerPoint qui a été projeté à tous les participants. On vous retransmettra un mail où on vous reprécisera tout ce qui a été dit en termes de méthodologie et éventuellement une petite trame si vous souhaitez vous mettre sur cette trame-là pour répondre sur les objectifs, pour être je dirais, une trame de réponse. Si vous voulez y répondre dans ce cadre, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous le faites autrement. Peu importe, mais enfin voilà, on vous transmettra quelques documents. Bien. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Et bien vivre en Normandie, je pense que ça peut être une baseline intéressante, plutôt que de bien vieillir. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir.